et nous sommes évidemment très heureux de commencer cette année avec quelqu'un d'aussi appréciable et apprécié que Serge Tisseron, qui a certainement, j'allais dire, mis à la disposition un petit peu de tous ce terme de empathie il y a déjà fort longtemps, et au point qu'il est maintenant peut-être galvaudé aussi, et que ça nous fera du bien de revenir à ce que j'ai beaucoup apprécié en lisant ses livres et en écoutant ses conférences, de ce travail aussi d'empathie qui est un va-et-vient et qui n'est pas quelque chose comme une donnée ou un fait. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, nous allons pouvoir bénéficier de toute son expérience et surtout en plus de ces différentes orientations. Parce que, s'il vous plaît, Serge Tisseron, pouvez-vous nous dire quel a été un petit peu votre parcours d'abord, et puis après, nous partirons sur la conférence. Oui, alors ben, j'ai commencé à faire des études de philo. Je suis parti en Hippocagne au lycée du Parc à Lyon. Et puis en Hippocagne, comme j'écris toujours, du jour j'ai découvert les poètes surréalistes. Et puis j'ai eu le coup de foudre. Puis je me suis dit, eux, ils se sont rapprochés des troubles mentaux. Eux étaient infirmiers, médecins, autant ces écrivains quand même, il faut savoir, ils ont eu un parcours en médecine. Donc je me suis dit, ben, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille. Alors, bouffe, je fais partie du 000 quelque chose d'Hippocagne qui est passé en médecine. Et puis, j'ai fait ma thèse en bande dessinée. Alors, parce que comme quand j'étais en Hippocagne, et puis surtout pendant mes études médicales, il y avait beaucoup de débats sur qu'est-ce que le choix d'un langage, par exemple la musique, l'écriture, l'improvisation, le dessin, qu'est-ce que le choix d'un langage modifie du contenu d'un message. Donc, j'avais beaucoup de travaux théoriques là-dessus, notamment Roland Barthes qui avait contribué. Et je me suis dit, ben, il y a des travaux théoriques, mais il n'y a pas d'exemple pratique. Donc, je vais faire un exemple pratique. Et j'ai une thèse de médecine à faire. Je vais faire ma thèse de médecine en bande dessinée. Donc, j'ai fait la première thèse de médecine en bande dessinée, ce qui, à l'époque, paraissait bizarre. Mais alors maintenant, j'ai eu le bonheur d'apprendre qu'à l'Université de Sherbrooke, au Canada, la bande dessinée est mobilisée à la fois dans l'enseignement des étudiants, dans la création d'outils pédagogiques explicatifs à destination du grand public, mais même dans des travaux universitaires, remise de diplômes universitaires. Donc voilà, je suis très content, il a fallu du temps, mais on y est arrivé. Voilà, puis alors après, comme j'ai grandi au milieu des bandes dessinées de la télévision, j'ai commencé à travailler sur la télé, les images, les avantages et les dangers de la télévision et des images de télévision. Et puis après, j'ai pris le train en route, quoi, c'est-à-dire j'ai suivi les innovations technologiques. Donc j'ai travaillé sur le multimédia, j'ai travaillé sur les jeux vidéo, et puis sur les réseaux sociaux, et maintenant sur la réalité virtuelle et sur la robotique. Voilà. Et donc, autour des questions d'empathie, en effet, j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 2005, et parce que c'était un mot que je ne comprenais pas, qui me paraissait utilisé déjà de diverses façons que je ne comprenais pas. Donc moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je m'attelle pour essayer de le comprendre. Voilà, j'ai écrit L'empathie au cœur du jeu social en 2010. Et puis après, j'ai continué à réfléchir à l'empathie. Puis entre-temps, j'ai découvert la robotique sociale et cet oxymore fabuleux d'empathie artificielle. Donc, j'ai écrit un livre sur l'empathie artificielle qui s'appelle Le jour où mon robot m'aimera. Mon robot ne m'aimera jamais, mais le jour où je penserai, ça va craindre. Voilà, c'est la signification du titre. Et puis après, ben, j'ai écrit Empathie et manipulation, les pièges de la compassion, qui est à mon avis le livre qui rend le mieux compte de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre tous les enjeux qui se jouent autour de l'empathie, qui sont justement souvent pas des enjeux empathiques, comme on va voir entre les défenseurs de certaines positions et d'autres. Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Voilà un beau parcours et original surtout. Hein, Oui, c'est ben, très, très original. Hmm. Voilà, eh bien, nous donnons la parole à Serge Tisserand pour cette conférence que nous attendons avec impatience. voilà, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, vous me direz si ça marche, je le mets en diaporama. Oui,
Tout va bien pour l'instant. Voilà, vous le voyez bien. Oui. Voilà, alors mon PowerPoint traditionnel depuis les années 2010 était intitulé sur l'empathie, mais j'ai découvert récemment ce qu'on appelle la médecine computationnelle. Et je me suis dit que c'était une bonne façon de la comprendre et de comprendre l'empathie que d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'empathie va devenir à l'ère de la médecine computationnelle. Alors déjà au niveau de l'empathie, peut-être vous savez ce que c'est que l'empathie, peut-être vous vous dites, ben voilà, l'empathie, c'est un sentiment, c'est ce qu'on éprouve au contact de l'autre, et peut-être vous vous dites aussi, c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui. Bon, mais si vous pensez ces deux choses, sachez que vous avez tout faux, parce que l'empathie, c'est pas seulement une émotion, c'est un travail, hein, comme le rappelait Marie-Elisabeth, on va voir quel genre de travail. Si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a la composante émotionnelle de l'empathie et la composante cognitive, mais beaucoup de chercheurs y ajoutent aussi une composante d'action. Et puis, si vous pensez que vous êtes capable de vous mettre à la place d'autrui, ben, vous allez faire fuir un certain nombre de patients qui ne vont pas pouvoir accepter que vous vous mettiez à leur place compte tenu du fait que vous n'avez pas traversé les difficultés qu'ils traversent. Donc, soyons modestes, nous ne pouvons pas nous mettre à la place d'autrui, mais nous pouvons nous construire une représentation mentale de ce que éprouve autrui, de ce que vit autrui, mais cette représentation mentale, elle est toujours partielle et elle est quand même souvent assez fausse. C'est pour ça qu'il faut constamment, dans une démarche empathique authentique, arriver à comprendre si ce qu'on comprend de l'autre correspond effectivement à ce que l'autre éprouve et vit et pense, ou si c'est au contraire ce que nous imaginons qu'il pense, parce que nous, c'est ce que nous penserions, c'est ce que nous éprouverions à sa place. Voilà, donc on va commencer par la médecine computationnelle. Peut-être vous n'êtes pas très familier avec l'expression. C'est vrai qu'elle est récente, moi j'ai découvert il y a peu de temps. Et donc c'est cette forme de médecine qui a trois champs très intriqués. Tout d'abord, l'utilisation d'outils connectés, par exemple des brassards portés en permanence, hein, qui informent sur le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, l'oxygénation du sang. Deuxième courant, la médecine fondée sur les grandes bases de données. Alors ça, c'est très important aujourd'hui parce que ça permet de mieux comprendre, de mieux définir les maladies, éventuellement de faire des divisions dans des maladies qu'on n'arrivait pas encore bien à cerner. On peut s'apercevoir grâce à ces grandes bases de données qu'en fait, il y a parfois des choses qu'il faut rapporter à des pathologies différentes, à des maladies différentes, alors qu'on les confondait jusque-là, à défaut d'avoir suffisamment de données sur leur symptomatologie, l'âge auquel ces maladies arrivent, le type de handicap qu'elles produisent. Et puis, le troisième élément de la médecine computationnelle, c'est évidemment le développement de modèles mathématiques. C'est ce qu'il y a de plus fabuleux pour un médecin non mathématicien comme moi. C'est l'idée que des chercheurs puissent fabriquer des modèles mathématiques du fonctionnement, du dysfonctionnement des organes, afin de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des symptômes observés. Et c'est même valable en psychiatrie, ce qui j'avoue, est assez troublant. Mais aujourd'hui, c'est une médecine qui a vraiment qui est vraiment poussé par les progrès fabuleux de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire pose beaucoup de problèmes, hein, et on va les aborder tout au long de ce que je vais vous dire, du point de vue de l'empathie. La protection des données, évidemment, contre le vol, contre le piratage. Hein. Alors c'est un problème récurrent, hein, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, de numérique, on parle de la question de la protection des données. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un problème qui concerne le fonctionnement des hôpitaux, le fonctionnement des médecins libéraux. Vous savez d'ailleurs que certains hôpitaux se sont fait pirater les données des utilisateurs par des hackers qui ensuite demandent des sommes importantes pour que l'hôpital les récupère. L'influence de ces technologies sur les comportements des patients, en dehors des séances, parce que certaines technologies utilisées avec des patients pour mieux comprendre leur symptomatologie peuvent provoquer des comportements en dehors des séances. Hein. Par exemple,
l'utilisation de la réalité virtuelle avec des patients présentant diverses formes d'addiction peut provoquer par contre-coup la recherche d'excitation semblable à ce qui a été vécu en virtuel, c'est-à-dire finalement un risque d'aggravation du comportement toxicomane en dehors de la séance. La possibilité d'atteindre des patients de milieux défavorisés, alors c'est un grand enjeu de l'intelligence artificielle, mais encore faut-il que cet enjeu soit clairement posé au départ des applications. Il ne faut pas s'apercevoir après coup que c'est formidable pour les patients qui ont accès à un hôpital très sophistiqué, mais que beaucoup d'autres n'y ont pas accès. Donc il faut vraiment que ça soit placé au cœur du projet de développer la médecine computationnelle. Et puis, quatrième point, c'est celui sur lequel je vais me concentrer dans ce que je vais vous dire, c'est la question de l'alliance thérapeutique, la question de la dimension de l'empathie, la question de la relation médecin-malade, comme on disait avant que le mot d'empathie vienne à la mode. Alors, on va revenir à cette question, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Et vous allez voir qu'en fait, il vaudrait mieux parler des empathies, et vous allez voir aussi que l'histoire est complexe et que l'histoire n'est pas finie du tout, du tout. Alors, l'invention de l'empathie, ça remonte à très loin. Vous voyez, 1873, Robert Vischer, un philosophe qui propose le mot Einfühlung, vous avez dû en entendre parler, voilà. Et il a insisté sur deux éléments fondamentaux. Il dit, voilà, il y a une extension de soi, une projection psychique. Et il parle aussi de résonance, et parfois, Robert Vischer, on verra tout à l'heure que c'est important dans la guerre des mots qui se tient autour de résonance, empathie, compassion, sympathie. Et donc, important de rappeler que Robert Vischer, dès le début, parle d'empathie ou de résonance, donc il prend un peu les mots en synonyme. Et deuxième point, il insiste sur le fait que cette empathie, elle peut s'adresser à un autre, à soi-même, à un animal, à un objet inanimé. Ça, c'est très important parce que tout à l'heure, on verra que certaines personnes rejettent le mot d'empathie et prônent le mot de résonance en disant l'empathie est uniquement émotionnelle et ne s'adresse qu'aux autres, alors que la résonance, ou d'autres parlent de bienveillance, s'adresse à soi-même, à l'animal, à l'objet inanimé. Non, si on prend la définition de l'empathie de Vischer, il y a déjà tout. Le problème, c'est qu'on va voir que le mot, il va subir une réduction progressive, un appauvrissement progressif. Vous savez que vous êtes philo, en philo, vous faites de la philo, donc vous savez qu'un concept se définit par son extension et sa compréhension. Son extension, c'est la quantité de choses qu'il embrasse, sa compréhension, c'est sa définition, qui plus elle est précise, plus on réduit, plus réduit évidemment son contenu. Et bien donc le concept va perdre en extension et gagner en compréhension, mais ça va être une compréhension bourrée de quiproquos. D'abord, il est annexé par la psychologie. Alors, c'est la métaphore du funambule, Théodore Lipps. Il faut rappeler quand même ce que c'est que cette métaphore du funambule, parce que Théodore Lipps avait l'idée de créer une psychologie fondée sur le corps, et donc sur Einfühlung. Et puis Freud est arrivé et Freud a fait passer le langage avant tout avec le succès qu'on sait et la possibilité de construire une psychologie sur le corps prônée par Théodore Lipps est tombée à la trappe jusqu'à ce qu'elle soit réveillée ensuite au XXe siècle. Et donc Théodore Lipps propose la métaphore du funambule, je vous la résume parce que c'est très parlant. Théodore Lipps dit la chose suivante, imaginez que vous êtes dans une petite ville. Il y a évidemment une église, et puis on va imaginer qu'il y a un beffroi. Voilà. Et donc, il y a un câble qui est tendu, un câble métallique tendu entre l'église et le beffroi, et sur ce câble, il y a un funambule. Et vous, vous êtes en bas, vous êtes sur le pavé, vous avez les pieds bien posés sur la terre, et vous regardez le funambule. Et Théodore Lipps nous dit, quand le funambule tremble, vous tremblez. Quand le funambule semble perdre l'équilibre ou semblait perdre l'équilibre, et Théodore Lipps dit toute la vie est comme ça, c'est-à-dire que nous sommes constamment dans l'imitation motrice et dans l'imitation émotionnelle. Théodore Lipps ne parle pas d'imitation motrice et d'imitation émotionnelle, mais vous savez évidemment que c'est maintenant deux grands piliers du développement de l'enfant et deux grands piliers aussi de la communication intersubjective. On en reparlera un petit peu tout à l'heure dans des questions si vous voulez. Et puis deuxième appauvrissement, Carl Rogers, qui a fait un travail formidable, mais qui a réduit la dimension de la compréhension interhumaine. Voilà, quand on parle d'empathie, beaucoup de gens pensent, ah oui, Carl Rogers. Carl Rogers, peut-être vous ne savez pas, c'est ce psychologue américain qui a dit, voilà, il faut être le moins intrusif possible avec les patients parce que ça les perturbe, donc il faut se contenter de rebondir sur ce qu'ils viennent de dire. Par exemple, si un patient dit, j'ai des soucis en ce moment, voilà, il ne faut pas lui dire, ah bon, et avec votre femme, avec vos enfants, avec votre travail, alors Carl Rogers dit, non, surtout jamais, jamais faire ça. Carl Rogers dit, il faut simplement dire, ah bon, vous avez des soucis, point d'interrogation, ou bien, ah, des soucis, ou bien,
ou bien je vous comprends. Voilà. Voilà. Et donc, Carl Rogers a fait un travail formidable, il a réduit ce mot d'empathie à la dimension de la compréhension interhumaine. Voilà. Et donc, le mot perd les dimensions de la relation à un autre et surtout à soi-même, puisque si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'aujourd'hui, les partisans de la bienveillance, en même temps adversaires de l'empathie, disent dans l'empathie, il n'y a pas de prise en compte de l'empathie pour soi, alors que dans la bienveillance, c'est une prise en compte de la bienveillance pour soi. C'est faux. Dans l'empathie, à l'origine, il y a autant une prise en compte de l'empathie pour autrui que pour soi, que pour les animaux, que pour le monde inanimé. Et puis le concept va être annexé par l'esthétique, et sans doute vous êtes nombreux à être rentrés dans la question de l'empathie par l'esthétique. Vous savez, la fameuse idée qu'en regardant un tableau, en s'immergeant dans le tableau, en entrant mentalement dans le tableau, affectivement dans le tableau, on éprouverait ce que le peintre a éprouvé. Si le peintre a été en colère quand il a peint, on éprouve la colère. Si le peintre a doucement caressé le modèle pendant qu'il l'a peint, parce qu'il était tendre avec le modèle, eh bien à ce moment-là, on va éprouver de la tendresse. Et s'il a assassiné le modèle, on va sentir sa haine. Voilà. Et ça, c'est l'annexion par l'esthétique qui montre combien le concept a besoin de vivre. Hein, voilà. On parle du Covid, virus qui mute, voilà. Voilà un concept qui mute, voilà, un concept qui mute et qui reste selon les époques important, mais voyez, mais il s'appauvrit en même temps. Et alors, le mot tombe en désuétude finalement, et qu'est-ce qui va le relancer? C'est trois découvertes importantes. Alors, le rôle de l'imitation motrice et émotionnelle, je vous l'ai dit, hein, le bébé vient au monde, il y a une formidable capacité d'imitation motrice. Vous tirez la langue à un bébé de 8 jours, il vous tire la langue, vous lui souriez, il vous sourit très vite, vous lui faites la gueule, il vous fait la gueule. Et cette imitation motrice entraîne une imitation émotionnelle, c'est-à-dire que le bébé éprouve la même émotion que le parent ou l'adulte qui lui fait une grimace, par exemple. Quand le bébé s'efforce de sourire comme l'adulte, il éprouve du plaisir. Quand le bébé s'efforce de faire un visage agressif, qu'il ne se perçoit pas comme agressif, évidemment, eh bien, il éprouve de l'agressivité ou il éprouve de la colère. Voilà. Donc, travaux de Trevarten, hein, que je vous conseille très vivement. Et vous savez que le troisième pilier du fonctionnement humain, après l'imitation motrice, l'imitation émotionnelle qui fonctionne à tout âge, c'est évidemment l'attention conjointe, le fait de s'intéresser à ce qui intéresse autrui. Et puis la deuxième découverte, je la mets après parce que c'est une pseudo-découverte. Certains chercheurs disent que les neurones miroirs sont le miroir aux alouettes des neurones. Voilà. Découverte des neurones miroirs par Isolati. Connaissez l'expérience sans doute, il faut la rappeler, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'elle est sympa, c'est des chercheurs italiens qui mettent des électrodes dans le cerveau d'un singe, dans les neurones moteurs d'un singe, et donc ils étudient les décharges des neurones moteurs lorsque le singe accomplit un certain nombre de gestes, et par exemple manger. Voilà, quand le singe mange, les neurones moteurs dans lesquels des électrodes ont été placées déchargent. Et donc, du coup, voilà, les chercheurs étudient ça. Et puis c'est l'heure de la pause déjeuner. Alors, les chercheurs laissent le singe branché parce que, bon, les neurones font bip de temps en temps quand le singe mange, mais bon, c'est pas gênant. Donc, ils laissent le singe branché, ils ouvrent leur casse-croûte, ils se mettent à manger et le singe les regarde. Et surprise des chercheurs, chaque fois que les chercheurs mangent, portent des choses à leur bouche, eh bien, les neurones moteurs du singe déchargent des impulsions électriques exactement comme les impulsions déchargées par les mêmes neurones au moment où le singe mangeait. Et c'est l'idée qu'il y aurait dans l'esprit, dans le cerveau du singe, des neurones moteurs, pas tous les neurones moteurs, quelques neurones moteurs seulement, qui ont la capacité de fonctionner par rapport à des actions qu'on accomplit soi-même ou en miroir par rapport à des actions que l'on voit accomplir par quelqu'un. Et l'équipe de Risolati s'enthousiasme, ils disent on a découvert la base neuronale de l'empathie. En fait, aujourd'hui, on est beaucoup plus modeste sur la neurone miroir et il semblerait qu'ils interviennent surtout dans des attitudes simples, comme par exemple attraper le fou rire quand on voit des gens avoir le fou rire, bâiller quand on voit des gens bâiller. Mais vous allez voir dans quelques minutes, l'empathie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que la mise en jeu des neurones miroirs. La troisième raison pour laquelle l'empathie est relancée, c'est l'observation du comportement animal. Je conseille
vivement la lecture de Franz de Waal. C'est vraiment bouleversant. C'est un homme qui vit au milieu des singes. Il s'est fait construire une petite maison dans un observatoire. Voilà, il n'y dort pas, j'espère pour lui, mais un observatoire au milieu d'une forêt dans laquelle il y a un groupe de singes qui mène sa vie. Et lui, là, dans cet observatoire, il les observe. Il a également étudié les éléphants, des catégories d'oiseaux. Et il montre que les animaux, certaines catégories d'animaux, beaucoup plus que ce qu'on pensait, d'ailleurs au fur et à mesure que les études s'étendent, sont capables de se préoccuper de la souffrance d'un autre animal, d'un congénère. Ils sont capables de s'allier à lui pour accomplir une tâche à deux, quand aucun des deux ne peut accomplir la tâche. Et donc, cette idée que l'empathie serait une composante du vivant animal, on ne va pas beaucoup plus loin, mais enfin en tout cas du vivant animal dans certaines catégories d'animaux. Et donc l'idée que nous aurions hérité en quelque sorte de cette compétence qui ne serait pas purement humaine, mais qui correspondrait aussi au fonctionnement mental de certains animaux. Alors l'empathie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je vous disais, c'est cette construction mentale qui est destinée à avoir un aperçu de l'expérience subjective d'autrui, avec le risque évidemment qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Alors comme vous savez, on ne peut plus faire un exposé sans présenter une coupe de cerveau, c'est mode, c'est tendance, comme on dit. Donc en voici une, et vous voyez que dans ce cerveau, il y a des zones en rouge. Eh bien, ces zones, donc cette image est tirée d'une publication de Jean de Séty, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'empathie et qui m'a beaucoup éclairé. Et donc, vous voyez qu'il y a dans cette coupe de cerveau des zones en rouge, mais ces zones en rouge, ce sont les zones du cerveau qui fonctionnent, qui sont en activité dans des comportements empathiques complexes. Et vous voyez qu'il y en a à l'arrière du cerveau, il y en a à l'avant du cerveau, il y en a à la base du cerveau, il y en a un peu partout. Il n'y a pas de neurones de l'empathie, il y a des réseaux cérébraux qui permettent de construire l'empathie dans certaines circonstances. Donc cette empathie, je vous disais tout à l'heure, si vous voyez Wikipédia, composante émotionnelle, composante cognitive, je ne suis pas sûr qu'il y ait la composante d'action dans Wikipédia. Enfin, quelques années, quand j'étais allé voir, il n'y était pas. Mais gardez bien l'idée qu'il y en a 3. Et puis, elle fait intervenir de nombreuses compétences. Parce que si vous voyez quelqu'un faire des grimaces de douleur, vous pensez qu'il a mal quelque part, bon, peut-être c'est sa manière à lui de signifier qu'il est triste. Donc, pour savoir un petit peu si on se trompe ou si on ne se trompe pas, il va y avoir une composante d'observation. Il va falloir se rappeler, évidemment, si on a déjà vu cette personne faire les mêmes grimaces en étant triste, on va se dire, ah ben oui, ben alors c'est de la tristesse, je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Il faut comprendre un peu, notamment la culture d'autrui. Il y a des cultures dans lesquelles les comportements sont très différents des comportements de ce que sont les mêmes comportements dans notre culture. L'expression émotionnelle peut être différente. C'est des cultures dans lesquelles on paye des pleureuses. Donc les pleureuses pleurent, mais bon, elles pleurent parce que c'est leur boulot, elles ne sont pas forcément tristes. Voilà. Donc il y a un tas d'éléments qu'il faut prendre en compte qui sont de l'ordre de l'observation, de l'ordre de la mémoire, de l'ordre de la connaissance des cultures autres que la nôtre. C'est pour ça que c'est si important à l'école, si j'ai le temps, j'en reparlerai à la fin, de développer la connaissance des cultures différentes de la nôtre, parce qu'on ne peut pas développer les capacités empathiques dans une population de plus en plus métissée, comme on l'a en Occident, si on n'a pas une connaissance des cultures des autres pays. Et puis, bien sûr, ça fait intervenir le raisonnement, puisque chaque fois, on va devoir faire une hypothèse et vérifier si on se trompe ou si on ne se trompe pas. Et donc voilà l'explication, nombreuses zones cérébrales, alors que les neurones miroirs ne sont impliqués que dans l'imitation motrice simple, encore une fois, le fou rire ou le bâillement sont les meilleurs exemples. Voilà, alors les empathies, donc je vous disais, je vous ai fait un petit schéma ici qui essaye de vous résumer un peu les composantes de l'empathie. Vous voyez, petit schéma de 2013. Et puis ici, j'ai une version beaucoup plus jolie sur le plan esthétique. Et vous voyez que tout est en anglais parce que ces concepts sont publiés pas forcément par des anglo-saxons, puisque De Séty est totalement français, mais c'est évidemment publié dans des revues anglo-saxonnes, donc les choses sont indiquées en anglais. Mais je vais vous mettre le schéma, je vais mettre le schéma en français, voilà. Ça sera, je pense, plus facile pour tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez un bateau. Alors, j'ai pris l'idée du bateau parce qu'au moins, le bateau, tout le monde a ce schéma dans la tête. Et puis, le bateau, ça permet de comprendre qu'on appelle bateau
des tas de choses. C'est-à-dire qu'une barge qui est destinée simplement à recevoir du charbon ou des pièces de bois pour un transport sur un fleuve, c'est un bateau. Mais c'est un bateau réduit à la coque. Et puis vous avez des bateaux avec des cabines, voilà, des habitants, puis vous avez des bateaux à vapeur, voilà, qui peuvent se déplacer plus ou moins vite. Donc, on va prendre la partie du bas qui est la plus importante. Et si vous avez compris la partie du bas, vous avez tout compris. Vous voyez que cette coque, j'ai divisé en deux, une partie blanche et une partie bleue, pour rester fidèle à cette idée qu'il y a de l'empathie vis-à-vis d'autrui et de l'empathie vis-à-vis de soi. Et on va le comprendre mieux dans quelques minutes parce que vous allez comprendre que chacune des dimensions de l'empathie pour autrui, elle se renforce quand on développe la même compétence pour soi et que chacune des dimensions de l'empathie pour soi qu'on développe permet de renforcer l'empathie pour autrui. C'est cette interaction qui est très importante et que les partisans de la résonance ou de la bienveillance présentent comme une originalité de la bienveillance ou de la résonance, alors qu'encore une fois, Vischer l'avait parfaitement compris, même s'il ne l'avait pas expliqué dans les termes, on peut l'expliquer maintenant. Ce bateau, vous voyez qu'il est posé sur une ligne, voilà, ondulée, ligne de flottaison, voilà, et vous voyez que la première forme d'empathie qui apparaît, elle apparaît vers un an, c'est l'empathie affective. Et cette empathie, c'est tout simplement la capacité de pouvoir identifier les émotions d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, sans se confondre avec autrui. Ce qui veut dire qu'avant un an, je vous disais tout à l'heure, à 8 jours, le bébé, on lui tire la langue, il tire la langue, on lui fait la gueule, il fait la gueule, enfin il essaye, quoi, il essaye d'imiter, il n'a pas un bon contrôle des muscles du visage, mais il essaye. On lui sourit, il essaye de sourire. Mais à ce moment-là, il n'a pas une conscience nette de la différence entre lui et l'autre. Ce n'est pas moi qui le dis, voilà, c'est les recherches actuelles. Donc, du coup, on ne parle pas d'empathie, parce que pour qu'on puisse parler d'empathie, il faut qu'il y ait la capacité de se percevoir à tout moment comme distincte de l'autre. C'est se mettre à la place de l'autre sans se confondre avec lui. Voilà. Donc, avant à peu près un an, 9 mois, 10 mois, un an, voilà, le bébé imite les comportements de l'adulte qui s'occupe de lui. Je te souris, le bébé sourit. Je te fais la gueule, le bébé fait la gueule. Je te tire la langue, le bébé fait la langue. C'est une période merveilleuse parce qu'on a l'impression qu'on est en fusion affective. Et puis, à partir d'un an, l'adulte qui s'occupe des bébés lui sourit, comme avant. Mais le bébé, tout d'un coup, fait la gueule. L'adulte dit, je ne comprends pas pourquoi, quand je lui souris, il sourit, là, il fait la gueule. Pourquoi tu fais la gueule, mon bébé? Le bébé fait la gueule. La maman sourit ou le papa sourit, le bébé fait toujours autant la gueule. Alors, le papa ou la maman, ça suffit comme ça. Et ils font la gueule. Pourquoi tu me fais la gueule? Et le bébé sourit. Pourquoi? Parce que le bébé, à ce moment-là, est en train de tester sa capacité de faire surgir une émotion chez le parent, alors que jusque-là, c'est toujours lui qui a emboîté le pas au parent. C'est le moment, c'est le premier moment. Alors, il y a un deuxième moment qui sera pénible pour les parents, c'est quand l'enfant va se mettre à mentir. Et bien là, c'est le premier moment qu'on a longtemps ignoré. Mais le mensonge, on savait que c'était compliqué pour les parents. Mais ça aussi, c'est compliqué. Et puis, les parents s'y font très vite. Voilà, le bébé a acquis son autonomie affective. Il peut faire la gueule quand vous lui souriez. Il peut vous sourire quand vous lui faites la gueule. Et en fait, il le fait avec une forte intention que vous l'imitiez. Quand vous l'imitez, il est très, très, très content. Voilà. Donc ça, c'est l'empathie affective. C'est la capacité de pouvoir identifier la mimique d'autrui, d'identifier l'émotion d'autrui à partir de sa mimique, avec la capacité de se distinguer suffisamment de lui pour pouvoir avoir le désir de lui faire adopter sa propre bébé, faire adopter à l'adulte sa propre émotion. Et il existe une forme d'empathie affective pour soi-même, c'est très simple, c'est la capacité d'identifier ses émotions, ses propres émotions. Je sens que je suis content, je sens que je suis en colère, je sens que je suis honteux. Or ça, c'est pas facile des fois, parce que quand on est content de sentir qu'on est content. Mais quand on est en colère, souvent quelqu'un nous dit « Oh, ben t'es en colère », on lui dit « Mais non, je ne suis pas en colère ». Tout le monde voit qu'on est en colère, mais on est le seul à dire qu'on ne l'est pas. Et parfois, la honte aussi, très difficile à accepter. Donc, plus on accepte les émotions que l'on éprouve, mieux on peut comprendre les émotions que les autres éprouvent. Il faut comprendre que ce que j'appelle l'auto-empathie, l'empathie pour soi, et l'empathie pour autrui, elles sont constamment liées dès l'empathie affective. La deuxième forme d'empathie qui se développe, c'est la théorie de l'esprit, c'est vers 4 ans et demi. Alors, il y a 3 grandes expériences qui démontrent l'existence de la théorie de l'esprit.
Je vais vous en raconter une, c'est celle que je trouve la plus drôle, et puis la plus rapide à raconter. Enfin, il y en a une avec du théâtre, il y en a une avec des petites planches dessinées. Et la troisième, c'est très simple. Vous allez chez un pâtissier acheter une boîte de bonbons dans le supermarché, une boîte de bonbons surtout qui a un couvercle opaque, en bois ou en métal ou en plastique, peu importe, mais dessus les bonbons sont dessinés, mais on ne voit pas ce qu'il y a dans la boîte. Vous montrez la boîte à un enfant de 3, 4, 5, 6 ans et vous lui dites qu'est-ce qu'il y a dedans. L'enfant n'est pas bête, il voit que les bonbons sont dessinés, il dit ben, des bonbons. Vous ouvrez la boîte, vous dites tu as gagné, vous lui en donnez un. Ensuite, vous lui dites, ben, écoute, on va faire un truc amusant, on va enlever les bonbons, on va les mettre dans le tiroir, là, on va les faire disparaître, puis à la place, on va mettre des bouts de sparadrap ou des boulettes de papier. Voilà. Bon, on fait ça, l'enfant dit, oh ben oui, tiens, c'est drôle, pourvu qu'on mange les bonbons après, pas de problème, mais ça, dans la boîte, on referme la boîte, et puis on dit à l'enfant qui a 3, 4, 5, 6 ans, et maintenant on va appeler ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, on va leur demander qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont répondre? Et là, formidable, vous faites l'expérience, il paraît que ça marche à tous les coups. Chacun n'en a qu'une connaissance forcément limitée, mais enfin, d'après les chercheurs, ça marche à tous les coups. Avant les 4 ans et demi, entre 4 et 5, 4 ans et demi traditionnellement, eh bien, avant 4 ans et demi, l'enfant va répondre, ben, ils vont dire qu'il y a des sparadraps puisqu'on vient de les mettre. Puis après 4 ans et demi, l'enfant va dire, ils ne savent pas qu'on a mis des sparadraps. Ils vont dire qu'il y a des bonbons. Voilà. Et donc là, vous avez tout compris, c'est qu'avant 4 ans et demi, l'enfant n'est pas capable de penser qu'une expérience du monde différente de la sienne peut produire une représentation du monde différente de la sienne. Et ça, c'est un moment fondamental dans l'évolution de l'enfant qui est bien daté maintenant. Voilà, vous trouverez les 2 autres protocoles sur Internet. Moi, je trouve que la boîte de bonbons, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide et de plus sympa à raconter. Puis en plus, on peut donner envie de faire l'expérience chez soi si un enfant petit. Voilà. Et donc ça, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est l'empathie pour autrui, mais l'empathie cognitive dans la capacité de comprendre l'état émotionnel de l'autre, mais c'est bon aussi pour soi, c'est-à-dire c'est important de pouvoir rapporter ses expériences du monde, d'apporter ses émotions à certaines expériences du monde. Tout le monde connaît l'histoire du monsieur ou de la dame qui a des problèmes à son boulot et quand il rentre, il crie sur ses enfants en leur disant qu'ils sont impossibles. En fait, non, ce n'est pas les enfants qui sont impossibles, c'est le patron. Le patron nous rend la vie impossible. Mais comme c'est dur de dire le patron me rend la vie impossible, parce qu'on cherche à se le cacher, parce que sinon, que faire? Démissionner, trouver un autre boulot, c'est compliqué. On dit aux enfants, ne m'embêtez pas, je suis fatigué, vous êtes insupportable. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on rapporte l'émotion éprouvée à autre chose qu'à sa vraie cause. Plus on travaille à comprendre l'origine de nos émotions, plus on sera capable de comprendre les émotions, l'origine des émotions d'autrui. Et puis la troisième forme d'empathie que Jean de Séti m'a bien fait comprendre, mais Hoffman également parle d'empathie mature. Jean de Séti utilise une autre expression, hein, le fait de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. L'empathie mature, c'est un mixte de cette empathie affective et cette empathie cognitive. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, non seulement de façon émotionnelle, mais également de façon cognitive et donc de façon empathique. Donc cette empathie, c'est la capacité de pouvoir distinguer ce que l'on éprouve, ce que l'on comprend et éprouve pour l'autre, de ce que l'autre peut comprendre et éprouver. Je vous donne un petit exemple qui va vous permettre de retracer tout ça, que j'expose très longuement dans mon livre Empathie et manipulation. Je vous le résume. C'est trois adolescentes. Alors, il y a une adolescente qui en rencontre une autre, et l'adolescente A rencontre une adolescente B. L'adolescente A dit à l'adolescente B, ah, tu es contente aujourd'hui, je te vois sourire. L'adolescente B dit, ben oui, c'est vrai, je suis contente. Et donc, on peut dire que l'adolescente A a de l'empathie affective. Elle a tout de suite repéré l'émotion de sa copine. Alors ensuite, l'adolescente A va dire, mais alors, tu es contente? Pourquoi tu es contente? Alors, l'adolescente B va dire, je suis contente parce que j'adore la tarte aux fraises et ce week-end, c'est l'anniversaire de mon frère, il y en aura beaucoup à manger, je suis très content. Alors, l'adolescente A, la première, peut dire ah ben oui, mais je comprends que tu sois contente parce que tu aimes la tarte aux fraises, mais c'est de la folie d'aimer la tarte aux fraises, c'est de la cochonnerie, c'est bon pour les cochons. Voilà. Donc, elle est capable d'avoir de l'empathie cognitive, mais pas plus. Mais qu'est-ce que c'est l'empathie mature? Qu'est-ce que c'est la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui? C'est la possibilité de dire, ben oui, moi, j'aime pas la tarte aux fraises, c'est bon pour moi, j'ai horreur de ça, mais si je l'aimais autant que toi, je serais drôlement content de pouvoir en manger beaucoup ce week-end.
C'est-à-dire, oui, c'est ça qui change tout. Et quand je forme des gens justement à cette compétence empathique, notamment à travers l'activité Jeu des trois figures, hein, que j'ai fondée en 2006-2007, qui est un agrément éducation nationale, on a formé plusieurs milliers d'enseignants, plusieurs dizaines de milliers d'enfants en ont profité, eh bien, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, si j'étais à ta place, je m'en réjouirais aussi, même si moi, ça ne me réjouirait pas du tout. Si j'étais à ta place, je m'en réjouirais aussi. Ça, c'est l'empathie mature. Et cette empathie mature pour soi, vous allez me dire, c'est quoi alors l'empathie mature pour autrui? Je pense que vous avez compris. Mais l'empathie mature pour soi, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de pouvoir accepter qu'à l'intérieur de soi, on a plusieurs émotions, on a plusieurs, on a plusieurs éprouvés en lien avec une situation. Quand quelqu'un vous donne une opinion, si vous n'êtes pas de son opinion et que vous n'acceptez pas que son opinion pourrait être aussi la vôtre, peut-être à 1%, 2%, 10%, eh bien, vous ne pouvez pas parler avec lui. Vous n'avez plus qu'une solution, soit vous séparez et vous ne voyez plus, soit vous tapez dessus, enfin, avec des points ou avec des mots, quand on est un intello. Mais si vous n'acceptez pas l'idée que tous les jugements humains, toutes les attitudes humaines sont humaines, parce qu'elles sont produites chez des humains. Il n'y a pas, c'est une folie de dire qu'un humain se comporte comme une bête. Les bêtes sont sont beaucoup moins menaçantes les unes par rapport aux autres que les hommes et les femmes, les uns et les unes par rapport aux autres. Hein. Ah, il n'y a pas photo. Donc, si vous n'êtes pas capable d'accepter la complexité de ce que vous pouvez éprouver par rapport à une situation, le fait d'être partagé, en d'autres termes, partagé peut-être à 95,5, hein, voilà, 95%, 5%, vous n'acceptez pas cette possibilité. Toute possibilité de dialogue est impossible. Ce qui ne veut pas dire que parce que vous êtes à 95,5, par exemple, vous allez dire à celui qui est à 95,5 de l'autre côté, tu as raison. Non, vous allez dire, je ne suis pas d'accord du tout, mais vous allez avoir en vous la capacité de comprendre comment il fonctionne et donc de trouver les bons arguments peut-être pour l'amener à votre position. Mais sinon, si vous n'acceptez pas que ce qu'il pense, vous puissiez le penser aussi, vous ne l'amènerez jamais à changer, vous n'en aurez même pas envie, vous considérez que c'est un malade, un fou, un pervers, une bête. Voilà. Et donc, vous voyez que cette capacité, elle se construit, capacité de changer de perspective émotionnelle, hein, pour reprendre l'expression de Sethi, elle se construit vers 8-9 ans. Alors, c'est un peu hypothétique, mais ça paraît bien confirmé quand même. Et vous savez que dans toutes les dictatures, c'est une tranche d'âge qui est soumise à beaucoup de pression par le gouvernement en place, parce que c'est une tranche d'âge dans laquelle on peut empêcher que se construise justement cette empathie mature, si on peut faire en sorte dans cette tranche d'âge que les enfants n'aient qu'un point de vue unique et ne puissent jamais plus tard envisager d'en avoir un autre. Ce qui pose beaucoup de problèmes, évidemment, de rapatriement d'enfants qui ont peut être élevés pendant des années dans un tel point de vue unique, parce que il y a des fenêtres d'opportunité dans le développement. Si l'empathie affective, si l'empathie mature ne sont pas construite dans une interrelation favorable au moment au moment de cette fenêtre d'opportunité, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas la construire après. On peut tout construire. Avant, on pensait par exemple que les enfants loups qui n'avaient pas appris à parler à 10-12 ans, c'était impossible de leur apprendre. Si, on sait aujourd'hui que c'est possible, mais ça nécessite des stratégies extrêmement complexes, un environnement extrêmement disponible, beaucoup de temps, beaucoup de travail pour trouver les stratégies adaptées à leur handicap. Et donc, du coup, c'est vraiment que dans des circonstances exceptionnelles qu'on arrive à les faire rattraper. En d'autres termes, un enfant qui est élevé dans une dictature de 5 à 15 ans, il y a toutes les chances pour qu'il ait écrasé à l'intérieur de lui cette capacité de changement de perspective émotionnelle. Je ne veux pas dire qu'on ne pourra pas le construire, mais ça va être très, 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 très compliqué. Voilà, donc ça, il faut bien que vous compreniez ça, c'est vraiment c'est la base, hein, voilà. Et puis après, ben, vous voyez qu'au-dessus, j'ai rajouté ce que j'appelle l'empathie réciproque. Bon, alors ça, c'est ma construction à moi, parce que je me suis dit quand même, si c'est important de se rendre disponible à l'autre pour le comprendre, il faut aussi accepter que l'autre me comprenne. Bon, vous savez que ce n'est pas si facile, parce que si vous aidez un aveugle à descendre le couloir du métro, et qu'en bas, l'aveugle dit « mais merci beaucoup, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ben, vous êtes un peu tenté de lui répondre « ben rien, vous savez, ça va, merci ». Ça, c'est
pour l'aveugle, il a dès longtemps d'autres fois, donc ça va, ça passe. Mais si régulièrement vous êtes généreux avec des gens, vous leur donnez des choses et tout, et que le jour ils vous disent, je vous remercie, je ne sais pas comment vous remercier, j'ai envie de vous faire un cadeau, et que vous dites, non, 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 j'ai besoin de rien, vous inquiétez pas, voilà, eh ben, on comprend qu'il y a certaines personnes qui ont été aidées par d'autres, qui ont envie de tordre le cou à leur bienfaiteur. Parce que s'il n'y a pas de principe de réciprocité, vous ne pouvez que vous percevoir comme un inférieur, comme une merde. Ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument accepter qu'il y ait ce principe de réciprocité. Et vous voyez que, bon, il y a trois domaines. J'accepte que l'autre s'estime comme je m'estime moi-même, que l'autre puisse aimer et être aimé de la même façon que je m'accorde le droit d'aimer et d'être aimé, et que l'autre ait les mêmes droits que moi, oui, parce que quand même, quand on appartient à un groupe qui fait le même boulot, qui a les mêmes conditions d'habitation, qui prend les mêmes transports en commun, ben c'est important qu'on ait les mêmes droits. Voilà. Donc, ça, c'est l'empathie réciproque. Et l'empathie intersubjective, alors, il y a des gens qui me disent, on ne comprend pas bien ce que c'est, mais c'est très simple, c'est lorsque deux personnes sont dans cette empathie réciproque. Voilà, c'est l'amitié, hein, c'est Montaigne et la Boétie, voilà. J'accepte que l'autre m'informe sur ce que je suis et me révèle à moi-même, et c'est réciproque. C'est une empathie totalement réciproque, et c'est pour ça que je l'appelle empathie intersubjective, parce que vous pouvez avoir de l'empathie réciproque non partagée. L'empathie intersubjective, c'est de l'empathie réciproque partagée. Voilà. C'est tout simplement ça. Et vous voyez, j'ai mis une petite fumée qui s'échappe pour montrer que le bateau avance. Le bateau avance dans ces cas-là. Voilà. Donc là, vous avez le même schéma, mais avec les mots en anglais. Voilà. Mais ça ne change pas grand-chose au bout du compte. Voilà. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est que à partir d'une chose finalement, j'allais dire aussi simple que ce que je voulais expliquer, enfin j'ai mis quelques années pour simplifier comme ça, pour arriver à bien le comprendre, mais que à partir d'un concept aussi riche que le concept d'empathie, il y a des gens qui ont voulu faire mieux. Alors, voilà. Alors, d'abord, il y a de la confusion. La confusion empathie-sympathie, ce n'est pas vraiment déposé au pavillon des poids et mesures. Il y en a qui disent la sympathie, c'est la composante émotionnelle de l'empathie. Il y en a qui disent la sympathie, c'est l'empathie complète. Bon, je laisse de côté, mais en tout cas, chaque fois que vous lisez un livre dans lequel il y a sympathie, un livre autour de l'empathie, sympathie, empathie, compassion, résonance, voilà, bienveillance, il faut chaque fois vous demander quelle est la définition pour les auteurs. C'est compliqué parce que souvent, ils ne la donnent pas. Et l'exemple typique, c'est l'exemple des bouddhistes tibétains, notamment Mathieu Ricard, qui parle de compassion. Tania Singer parle de compassion aussi, les chercheuses allemandes. Et le problème, c'est qu'ils ont fait un tour de passe-passe qu'ils ne nous expliquent jamais. Ce tour de passe-passe, il est assez simple. C'est qu'en français, je vous l'ai dit, le mot empathie, il désigne la composante émotionnelle, la composante affective, il faut y ajouter la composante affective, pardon, la composante cognitive, c'est la composante d'action. Et le mot de compassion, il désigne quelque chose de très particulier qui est l'empathie émotionnelle pour la souffrance d'autrui. Donc la compassion, c'est une petite niche à l'intérieur du grand mot empathie. Et puis, comme vous savez, les bouddhistes tibétains, ils ont toute une littérature, une tradition qui valorise la compassion. Qu'est-ce qu'ils appellent compassion? En fait, l'empathie. Ils appellent compassion l'empathie, dans sa forme complète. Composante cognitive, composante affective et composante d'action pour autrui, pour soi, méditation, se comprendre, comprendre l'autre. La compassion pour eux, c'est exactement l'empathie dans notre tradition à nous. Le problème, c'est qu'au lieu de nous l'expliquer simplement, ils disent oh, l'empathie, c'est uniquement affectif, on n'en veut pas. On préfère la compassion. Mais ce n'est pas que l'empathie, c'est uniquement affectif, c'est qu'ils décident que ce soit uniquement affectif pour faire monter le mot compassion. Comme si vous avez les plateaux d'une balance, plus la compassion va monter dans leur esprit et plus l'empathie va devoir descendre. Et donc, ils réduisent l'empathie à une composante affective et ils disent vive la compassion. Haro contre l'empathie qui n'est qu'affective. L'empathie provoque le burn-out, l'empathie provoque la saturation émotionnelle, l'empathie provoque la confusion entre soi et l'autre. Non à l'empathie. Il y a un livre américain qui s'appelle Contre l'empathie. Vive la compassion. Contre l'empathie, vive la compassion. Mais la compassion, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, être l'empathie complète. C'est en fait un choix sémantique et hélas, je n'ai jamais trouvé dans aucun écrit des bouddhistes tibétains cette explication-là et je trouve qu'il y a quand même une certaine malhonnêteté à ne pas nous l'expliquer simplement. Oui, c'est Bloom qui a écrit Against Empathy. Voilà.
Et donc, ne vous laissez pas piéger. Si vous lisez il y a de très bonnes choses dans les travaux des gens qui sont partisans de la compassion contre l'empathie, mais il ne faut pas vous méprendre, c'est juste une pirouette. L'empathie, pour eux, c'est uniquement émotionnel. Voilà. Et la compassion, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre tradition, compassion. D'ailleurs, ça atteint un côté assez caricatural parce qu'il y a un auteur américain, son nom m'échappe, qui a écrit sur la fatigue des soignants, et il appelle son livre Fatigue de compassion, et il dit le remède, c'est développer l'empathie. Et Mathieu Ricard a repris les travaux de cet auteur et il dit, fatigue d'empathie. Donc, l'auteur américain dit fatigue de compassion, développons l'empathie pour guérir la fatigue de compassion. Et Mathieu Ricard dit fatigue d'empathie, développons la compassion pour guérir la fatigue d'empathie. C'est-à-dire, il s'appuie exactement sur les mêmes études. Le premier pour placer empathie et compassion dans la tradition latine, qui est également anglo-saxonne, puisque les concepts sont passés dans le pays anglo-saxon. Les auteurs Martin Hoffman, Dossetti prennent bien empathie, comme je vous l'ai exprimé, et les auteurs tibétains, Mathieu Ricard, ils retournent complètement les mots, voilà, alors qu'ils travaillent sur la même matière. Donc c'est un tour de passe-passe, mais il faut quand même, je me bien un jour qu'il y en ait un d'entre eux qui m'explique pourquoi il ne l'explique pas. Voilà. Et donc, un autre mot qui arrive à la mode, Hartmut Rosa, vous allez entendre parler, résonance. Alors, Hartmut Rosa, même chose, il dit empathie, c'est uniquement affectif, et il propose la résonance. Bon, il oublie que Vischer dit que résonance, c'est un synonyme d'empathie et qu'il y a plein de choses dans la résonance. Bon, résonance, si vous voulez, les gens aiment bien les mots nouveaux. Alors, quelqu'un arrive et dit la compassion c'est formidable, l'empathie c'est affectif. Il y a des gens qui sont prêts à le croire, parce que comme ils n'ont jamais bien su ce qu'était l'empathie. Et puis, un autre arrive, Hartmut Rosa, en disant vive la résonance, haro contre l'empathie qui est uniquement affective. Et les gens qui trouvent mais c'est très bien. On n'est pas dans les bouddhistes tibétains, on est dans la grande tradition philosophique allemande, donc formidable. Voilà, c'est toujours la même chose. Voilà. Et puis vous avez la bienveillance maintenant, alors que je connais moins, voilà, mais avec cette idée que la bienveillance intégrerait une composante pour soi, alors que l'empathie ne l'intégrerait pas, alors que c'est faux. Tous ces gens parlent de la même chose, mais c'est la guerre des mots. C'est pour l'empathie, quand même. Voilà. Alors maintenant, on va aborder la seconde partie de ce que j'ai à vous raconter. Je regarde quand même l'heure qu'il est. Bon, ben ça va, on aura du temps pour les questions. Donc, les menaces sur l'empathie. Alors, l'empathie est menacée par beaucoup de choses. Donc, avant d'aborder les domaines proprement médicaux, les questions, les remèdes et tout, quand même, je veux vous dire par quoi elle est menacée dans notre culture. Vous voyez, les médias numériques, l'endoctrinement idéologique. Alors, je vais vous exposer tout ça plus précisément, les conditions sociales, conditions professionnelles et les émotions qu'on se cache à soi-même. C'est pour ça que j'ai insisté autant sur l'empathie pour soi. Alors, les médias numériques. Bon, alors les médias numériques, alors ça, c'est un domaine où je pourrais vous parler longtemps, mais je vais faire court. Alors, vous avez déjà la surconsommation télévisuelle dans la petite enfance. Alors, vous avez peut-être suivi ces travaux qui disent que les enfants qui sont mis beaucoup devant la télévision quand ils sont petits manquent d'interaction souvent avec des adultes. Or, comment est-ce qu'on apprend l'empathie? Eh bien, comment le bébé apprend-il l'empathie? En développant des communications empathiques avec son environnement, d'abord avec les adultes qui l'entourent et puis avec des camarades. C'est-à-dire en partageant des émotions, en partageant des mimiques, en partageant des comportements, en partageant des émotions. Donc, la surconsommation télévisuelle, d'après les travaux de Pagani, donc 2010-2016, nuirait gravement à la construction de la compétence empathique parce que les enfants, étant plus devant les écrans, seraient moins en lien avec leurs parents. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui, il faut quand même en dire un mot, parce que c'est ce qu'on appelle la théorie de la substitution. C'est l'idée que si un enfant est beaucoup devant les écrans, il a moins d'interaction avec ses parents. En fait, aujourd'hui, c'est une théorie qui est en discussion parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont très peu devant les écrans, d'ailleurs parfois parce que les parents ont lu qu'il ne fallait pas les mettre, mais ils sont abandonnés à eux-mêmes, c'est-à-dire ils n'ont pas plus d'interaction avec des adultes,
sous prétexte qu'ils ne sont pas devant les écrans. On enlève les écrans, mais rien à la place. Pourquoi? Vous allez me dire, les parents enlèvent les écrans de l'enfant et mettent rien à la place, mais ils mettent rien à la place. Ils enlèvent les écrans de l'enfant parce qu'ils ont entendu dire que ce n'était pas bon pour l'enfant. Et puis, pourquoi ils ne font rien avec l'enfant? Parce qu'ils sont eux-mêmes devant les écrans. Et lorsqu'il y a j'avais mené une enquête avec Bouygues Télécom il y a quelques années, et on avait eu des questionnaires, et le reproche principal que les enfants de 8 à 12 ans faisaient à leurs parents, c'était d'être toujours dans les écrans. C'était 8-12, mais on aurait demandé à des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, s'ils pouvaient parler, ils auraient probablement dit la même chose. À tel point d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a quelques nouvelles pathologies, il y en a une notamment, qu'on appelle la technoférence, comme la technologie et férence comme interférence, la technoférence. La technoférence, c'est le fait que des enfants sont gravement perturbés par la pratique continuelle que leurs parents et leurs éducateurs ont du téléphone mobile. C'est très simple à comprendre, vous allez voir que ça rejoint la question de l'empathie. Le bébé sourit à son parent, ou le bébé agite son hocher, ou jette une balle à son parent, et son parent est sur son téléphone mobile. Alors évidemment, le parent a un cœur, donc le parent dit « Ah, mon bébé, tu m'as acheté ta balle », mais pendant qu'il dit ça, il est en même temps sur son téléphone mobile. Donc, il va avoir des mimiques moins riches, il va faire des phrases moins longues, et ça, ce n'est pas un fantasme, ça a été mesuré par des chercheurs. Mimiques plus pauvres, phrases plus courtes. Voilà, lorsque l'adulte est préoccupé sur son téléphone mobile. Et qu'est-ce qui va en résulter? Eh bien, il va en résulter un défaut de construction de l'empathie de l'enfant, qui a encore une fois besoin de construire ses capacités d'empathie en interagissant avec un adulte. Et il va s'en suivre aussi, voilà, d'après ces travaux américains, des troubles du développement et des troubles de l'attachement, des états dépressifs et dans les lieux publics, beaucoup plus d'accidents des enfants parce que leurs éducateurs ou leurs accompagnateurs sont sur leur smartphone. Et on sait bien que les jeunes enfants veulent étonner leurs parents. Alors après, en grandissant, ils veulent étonner leurs copains. Mais quand ils sont petits, ils veulent étonner leurs parents. Ils prennent des risques. Regarde, je suis monté tout en haut du toboggan et le parent ne regarde rien. Et l'enfant fait une connerie, évidemment. Et il y a un accident. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, en fait, on considère que la surconsommation d'écran par le bébé ou par le jeune enfant, c'est un des deux éléments qui impliquent les écrans dans les défauts de construction empathique. L'autre élément, c'est les parents utilisateurs de leurs propres écrans. Et il faut toujours prendre en compte les deux. C'est pour ça que quand on a travaillé ensemble à l'Académie des sciences, l'Académie des technologies et l'Académie de médecine, en 2019, on a produit un rapport. Donc, il y avait le rapport 2013, l'enfant et les écrans. En 2019, j'ai tenu à ce que ce rapport s'appelle l'enfant, les écrans et sa famille, ou l'enfant, sa famille et les écrans, d'impliquer la famille, parce qu'aujourd'hui, ces travaux sont absolument fondamentaux. On ne peut plus éduquer les parents à limiter les temps d'écran des enfants si on n'éduque pas parallèlement, complémentairement, les parents à limiter leur propre temps d'écran. La deuxième possibilité, c'est l'information en continu. J'en ai beaucoup parlé pendant les interviews, pendant le confinement du Covid. La tentation de l'information en continu, j'en ai déjà parlé avant, c'est terrible l'information en continu, parce que vous savez que cette information, elle est fabriquée non pas par des journalistes, mais par des acteurs des situations. Vous avez un pays en guerre, vous avez un tremblement de terre, vous avez une inondation, plein de gens ont un téléphone mobile, qu'est-ce qu'ils font? Ils filment l'horreur en direct et ils l'envoient via Internet. Et vous êtes devant l'horreur en direct. Vous voyez des gens se noyer, vous voyez des gens disparaître sous des éboulements, vous voyez des gens hurler. Et ça n'est absolument pas contextualisé. Souvent, on ne vous dit pas où ça se trouve, parce que les gens qui sont au cœur de l'action vont pas prendre le temps de mettre une carte de géographie. Pour eux c'est une manière de témoigner de leur drame, de leur souffrance. Donc, ce qu'ils veulent, c'est vous envoyer des images, et puis vous êtes dans votre smartphone, vous ne comprenez rien. Et puis, ça n'est absolument pas contextualisé. Et puis surtout, vous ne pouvez rien faire, alors que vous avez le cœur qui bondit dans votre poitrine.
c'est affreux, il faut que je fasse quelque chose, mais vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait que l'information continue, elle épuise la capacité d'empathie, elle est complètement contre-productive, vous finissez par devenir indifférent à la souffrance du monde. Finalement, vous dites, bon, ben, j'y peux rien, laissons-les se débrouiller, il y a bien des sauveteurs qui vont arriver, voilà. Donc, indifférence. Ça assassine les compétences empathiques parce qu'il y a dans l'empathie une composante d'action. Et si vous supprimez cette composante d'action, eh bien, vous ruinez gravement l'empathie globale. Voilà. Et donc après, repli sur soi-même et puis réduire son empathie à ses proches, on en reparlera peut-être dans quelques minutes, c'est Martin Hoffman, Martin Hoffman moi j'ai découvert dans Martin Hoffman cette idée qu'il existe un biais de familiarité. Vous savez, on parle beaucoup des biais cognitifs en ce moment. Eh bien, il y a un biais de familiarité relatif à l'empathie, c'est-à-dire qu'on préfère accorder son empathie aux gens qui nous semblent être comme nous, qui nous semblent nous ressembler, qui nous semblent partager les mêmes valeurs que nous. Et puis, plus les gens sont différents de nous, plus il nous est difficile de leur consacrer notre empathie. Et plus on consacre d'empathie aux gens qui nous semblent proches de nous, et moins on en a pour des gens qui sont apparemment tellement différents de nous. Donc, il est bien évident que cette fatigue d'impuissance, qui est décrite d'ailleurs par certaines personnes qui ont beaucoup pratiqué en consultation médico-psychologique, des gens qui ont beaucoup pratiqué l'info en continu, ce sentiment d'être impuissant complet, de ne rien pouvoir faire. Voilà, certaines personnes le racontent. Vous voyez que c'est quelque chose aussi qui tente à réduire l'empathie aux proches, à ceux avec lesquels on peut quand même faire quelque chose. Et puis les réseaux sociaux, les sites de rencontres en ligne, on en parle beaucoup, beaucoup aussi en ce moment. Alors le risque de déréaliser son interlocuteur, ça j'ai fait beaucoup de visios sur les conséquences justement des visios, voilà, puisque des gens peuvent apparaître sous la forme d'un avatar. Et, vous vous amusez pas, mais il y a des gens qui se font représenter par une petite peluche, par un animal, voilà. Et donc, du coup, on a tendance à accorder inconsciemment, enfin, on a beau le savoir, ça ne change rien, on a tendance à penser que la personne est la petite icône par laquelle il se représente pourrait avoir un lien entre eux. Donc, on se fait une représentation de l'autre qui est non seulement biaisée, parce que quand on le voit déjà, c'est compliqué, parce que les regards ne se croisent pas à cause des webcams, les corps n'entrent pas en résonance, puisqu'on est chacun de notre propre espace et tout ça. Non seulement il y a toutes les difficultés de la rencontre en distanciel, quand on voit les visages, mais il y a en plus, pour les gens qui utilisent des petits avatars, le risque de voir notre interlocuteur à travers son avatar, de le déréaliser et finalement d'avoir l'impression de n'avoir affaire à personne. Ce qui fait que les agressions, les harcèlements qui sont parfois lancés par une personne contre une autre qu'il connaît, ces agressions peuvent être ensuite relayées par des personnes qui ne connaissent pas la victime, mais qui s'amusent à relayer parce que ça fait un effet de groupe et parce que la cible est totalement abstraite. La cible n'apparaît pas comme un être vivant, sensible, qui va souffrir de ce que l'on met contre lui. Voilà, les médias numériques, on pourra en reparler si vous voulez. Donc, l'endoctrinement idéologique précoce, je vous l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, et je suis intervenu récemment au 11e congrès sur les droits de l'enfant. Je fais la séance inaugurale sur les droits, c'était les droits de l'enfant à l'ère numérique. Donc, j'ai fait la séance inaugurale. Mais il y a quelques années, j'étais intervenu déjà au colloque international sur les droits de l'enfant en Suisse, et j'avais insisté sur le droit de l'enfant à être sensibilisé au changement de perspective émotionnelle. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire. Alors, tout à l'heure, Marie-Elisabeth parlait du travail de l'empathie, mais il y a aussi un travail d'éducation à l'empathie à faire. Il faut bien comprendre que l'empathie émotionnelle, l'empathie affective, elle se construit toute seule. Voilà, l'empathie affective, vous souriez au bébé, il vous sourit et tout. À 8 mois, il fait la distinction entre lui et vous. Bon, sauf en cas d'autisme, voilà, où les choses se détraquent. Mais disons, c'est heureusement, la plupart des enfants développent bien leur empathie affective. Et puis, l'empathie cognitive, c'est un peu plus compliqué. On voit bien dans les familles, des fois, il faut dire, ton frère, il ne pense pas comme toi parce qu'il est plus petit, ou ta sœur, elle
elle ne pense pas comme toi parce qu'elle est une fille, toi, tu es un garçon. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas comme toi parce que tu sais, je suis un adulte. Voilà. Et je n'ai pas les mêmes expériences du monde que toi. Donc, ça, il faut aussi contribuer à l'empathie cognitive, mais spontanément, les parents le font, les éducateurs aussi, en évoquant d'autres cultures, d'autres religions, bon, à l'école, très bien, tout ça. Mais la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui, émotionnellement à la place d'autrui, c'est très, très peu cultivé. Et justement, c'est ça qu'il faudrait cultiver beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on a mis au point, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, l'activité théâtrale appelée Jeu des trois figures. Voilà, je crois que je vous l'ai d'ailleurs déjà évoqué, l'activité théâtrale Jeu des trois figures, qui invite les enfants à éprouver successivement ce qu'on vit dans la peau d'un agresseur, dans la peau d'une victime, dans la peau du tiers, le tiers qui pourrait être sur les circonstances un témoin, un redresseur de tort qui se jette dans la mêlée pour venir en aide à la victime, ou bien, troisième éventualité du tiers, un sauveteur qui attend que l'agression soit terminée pour porter secours à la victime. Donc on organise, enfin pas moi, mais donc plusieurs niveaux de formation, mais donc les gens que je forment des enseignants à cette activité. Les enseignants l'ont avec leurs enfants une fois par semaine. Voilà. Donc, Agrément Éducation nationale touche beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup de retours très positifs pour apprendre justement aux enfants à se mettre émotionnellement à la place d'autrui, voilà, et pas seulement intellectuellement. Les conditions sociales, bien sûr, tout ce qui accroît l'insécurité favorise la tendance à réduire la capacité d'empathie. On le voit aujourd'hui dans l'actualité. Hein, voilà. Nous nous sentons tous très insécurisés. Voilà. On ne sait pas ce qui va arriver, des tensions internationales, le Covid, le réchauffement climatique. Et plus on est insécurisé, plus on réduit sa capacité d'empathie à ceux qui nous sont le plus proches. Pas d'insister, on voit ça. On entend ça tous les jours à la radio, on le dit tous les jours dans les journaux. Voilà. Et donc, du coup, en tant que médecin, il faut absolument veiller à éviter de créer des catégories. Alors, je le dis parce que j'ai vu qu'il y avait une étude qui avait été lancée sur la manière dont les soignants considèrent les patients vaccinés, les patients non vaccinés. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est des études très, très importantes. Et vous voyez, on est vraiment sur la tentative de comprendre des comportements de biais de familiarité, parce que les soignants sont vaccinés, des biais de familiarité qui peuvent toujours apparaître à des endroits où on ne les attend pas. Donc, moi, je trouve formidable qu'une étude ait été lancée sur ces biais de familiarité des soignants avec les gens vaccinés comme eux et les gens non vaccinés différents d'eux, alors qu'ils ne sont pas si différents que ça, au fond, mais on peut avoir l'impression qu'ils le sont quand même. Voilà. Et puis les conditions professionnelles, hein, voilà, vous savez que traditionnellement, toutes les institutions, c'est-à-dire sanitaires, mais aussi éducatives, ont toujours cherché à établir un clivage entre les clients et nous. Voilà. Voilà, on ne se mélange pas, les toilettes sont séparées, et puis, il faut qu'on puisse se reconnaître du premier coup d'œil, voilà, avec une blouse ou pas de blouse, si on est dans les couloirs. Et puis, ça exclut la possibilité d'avoir des rapports affectifs, des rapports amoureux, parce que il faut maintenir la séparation. Alors, c'est assez assoupli, hein, mais historiquement, toutes les institutions sont basées sur ce principe de séparation entre les intervenants et les usagers. Et puis, les conflits d'empathie, alors ça, c'est un gros morceau de mon livre Empathie et manipulation. Conflit d'empathie, c'est très simple, hein, c'est les réductions de personnel. Oui, il y a 7 infirmières, voilà, dans un service. Il y en a une en congé de grossesse, il y en a 2 en maladie, il y en a une qui démissionne, il en reste 3. Alors, quand elles étaient 7, chacune accordait beaucoup d'importance aux patients dont elles s'occupaient. À partir du moment où elles sont 3, elles vont avoir moins de temps pour chaque patient. Et qu'est-ce que c'est que le conflit d'empathie? C'est le fait que chacune de ces infirmières va être séparée, va être divisée intérieurement entre 2 désirs. Le premier de ces désirs, c'est continuer à s'occuper des malades aussi bien qu'avant. Mais si une infirmière, quand il y en a 3, au lieu de 7, continue à s'occuper
de quelques malades aussi bien qu'avant, elle ne pourra pas s'occuper de tous ceux dont elle doit maintenant s'occuper. Et qui va s'en occuper? Ses collègues. Donc, elle va augmenter la charge de travail de ses collègues sous prétexte de continuer à faire un bon travail. Mais, et donc, c'est là qu'il y a un conflit d'empathie, parce que vous voyez que d'un côté, elle a de l'empathie pour les patients dont elle s'occupe, elle veut en être plus proche, elle veut mieux les comprendre, elle veut mieux les accompagner. Mais d'un autre côté, ben, elle a l'impression que ben, peut-être qu'il faut qu'elle réserve son empathie à ses collègues, c'est-à-dire qu'elle travaille beaucoup plus vite, beaucoup moins bien, mais pour que ses collègues puissent, elles aussi, avoir quand même un petit peu de temps pour les patients. Donc, conflit d'empathie, si je continue à m'occuper des patients, mes collègues vont avoir toute la charge. Et si je fais comme mes collègues, c'est-à-dire qu'on décide de travailler toutes ou tous beaucoup plus vite et passer beaucoup moins de temps avec les patients, le travail se dégrade, mais on reste un groupe. On reste le groupe des soignants, les trois qui restent, voilà, on fait la même chose, on s'aligne les uns sur les autres. Ça, c'est un conflit d'empathie. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'il existe un conflit d'empathie, personne n'est gagnant. Les malades, évidemment, sont perdants, mais vous pouvez pas piétiner une moitié d'empathie pour augmenter l'autre. Là, on n'est plus dans la balance. Hein. Si vous piétinez votre empathie pour les patients, tôt ou tard, vous piétinez votre empathie pour vos collègues. Vous nuisez à votre capacité d'empathie d'une façon qui va perturber votre empathie de façon générale et pas seulement avec les patients. Très important, les conflits d'empathie, parce qu'ils sont rarement pointés. Or, aujourd'hui, ils sont massifs dans les hôpitaux, comme vous savez, du fait de la réduction du nombre de soignants. Voilà. Et puis les émotions négatives qu'on se cache à soi-même, alors ça c'est plutôt le volet psy, hein, c'est-à-dire que bon, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé dans le temps, moins maintenant, beaucoup moins, mais c'est l'idée que quand même chez les médecins, il y a du dévouement, puis aussi du désir d'emprise. D'ailleurs, moi je répète toujours, c'est les médecins qui soignent, c'est les malades qui guérissent, parce qu'il y a encore des médecins qui disent je vais vous guérir. Non, je dis toujours non, 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 vous n'allez guérir personne, vous allez soigner. Le médecin, le malade guérit ou pas. Bon, mais le médecin soigne, le malade guérit, le médecin ne guérit pas. Il n'y a pas d'obligation résultat, il y a obligation de moyens. Mais il y a des médecins qui disent je vais vous guérir. Quand vous dites dans votre tête face à un patient je vais te guérir, ben, si le patient ne guérit pas, qu'est-ce que vous allez dire? Tu vas dire ben, mon salaud, tu ne veux pas guérir. Ah, mon salaud, tu ne veux pas guérir. Je vais te guérir, moi, tu vas voir. Voilà. Donc, je caricature, hein. Puis évidemment, ce n'est pas dit comme ça, mais dans la tête, c'est ça, quoi, c'est le désir d'emprise. Puis le sentiment de supériorité, parce que on voit quand même des patients, des fois, on se dit, ben, quand même, voilà, des gens qui peuvent avoir des accidents, qui peuvent mal s'occuper qui peuvent mal s'occuper de leurs proches, de leurs enfants. On se dit quand même, moi, je ne ferais pas des choses pareilles, quoi. Voilà. Et alors, évidemment, quand on se dit avec des patients, mais ça ne va pas, quoi, ils ne devraient pas faire comme ça, il faudrait qu'ils prennent leurs médicaments régulièrement. Pourquoi il ne prend jamais ses médicaments régulièrement? Pourquoi il ne fait pas ses piqûres d'insuline comme il faudrait les faire? Pourquoi il les fait toujours de travers? Alors évidemment, quand on est médecin, bon, c'est dur de se dire ça, surtout que vous pouvez vous le dire qu'à vous-même, parce que si vous le dites à vos collègues, vous pourriez leur dire, à mon avis, parce qu'ils ressentent la même chose, mais si vous leur disiez, eh bien, vous craignez que si vous leur disiez, vous tomberez dessus. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous retournez, enfin, Freud a bien montré ça, vous allez retourner dans le contraire. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à aider, en faire toujours plus, voilà, jusqu'au burn-out éventuellement, voilà. Sentiment de ne jamais en faire assez. Vous n'allez pas soigner les patients pour qu'ils aillent mieux, vous allez soigner les patients pour vous cacher à vous-même que vous voudriez qu'ils crèvent le plus vite possible pour en être soulagés. Et il y a une directrice d'hôpital, je ne vous dirai pas quel hôpital, je ne vous dirai pas quand, qui racontait, c'est incroyable, qu'il y a eu un chahut des internes qui ont envahi l'hôpital en hurlant mort aux patients. Ils sont passés dans les couloirs de l'établissement en hurlant mort aux patients tous ensemble. Ah ben, c'est totalement inacceptable, évidemment. Mais il faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le retour du refoulé. C'est-à-dire que moi j'ai dit, mais il faut prendre ça à bras le corps. Il faut que pendant leurs études, on leur dise, vous pouvez à la fois avoir envie d'aider ces gens, avoir envie de vous dévouer pour eux, et en même temps, parfois, avoir de la haine pour eux. C'est quand même une grande découverte de la psychanalyse d'accepter qu'on ait des sentiments contradictoires, on est pétri de sentiments contradictoires, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette forme d'empathie pour soi.
de capacité de se mettre émotionnellement à plusieurs places. Je peux me mettre émotionnellement à la place de quelqu'un qui a envie d'aider le patient et je peux me mettre émotionnellement à la place de quelqu'un qui est le patient. Et c'est parce que je peux me mettre émotionnellement à la place de quelqu'un qui est le patient et que je peux éventuellement en rire, en plaisanter. Moi, je dessine comme ça des trucs des fois pas possibles, mais parce que c'est ce qui justement c'est ce qui va permettre de ne pas se le cacher et de ne pas tomber dans une action forcenée pour arriver à se cacher à soi-même ce que l'on éprouve au fond de soi. Voilà. C'est ce qu'on appelle le fantasme de Zorro. Voilà. Euh, Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas bien occupé de vous. Moi, je vais vous guérir. Voilà. Vous allez voir, Zorro est arrivé. Le problème, c'est que si vous dévalorisez auprès d'un patient ce que d'autres intervenants ont fait, soyez sûr, vous dévalorisez aussi par avance tout ce que vous pouvez faire pour lui. Voilà. Et donc, sentiment de ne jamais en faire assez, risque de burn-out. Voilà. Voilà. Alors, comment construire l'empathie? Ce que vous attendez tous. Alors, 20h14, c'est bon, pour encore un petit quart d'heure, on discutera. Construire l'empathie. Alors, dans la vie quotidienne, à l'école, dans l'institution de soins, on va passer rapidement sur la vie quotidienne, il faut quand même le dire, parce que la vie quotidienne, ça fait partie aussi, les soignants ont une vie quotidienne. Voilà. Donc, les activités qui encouragent le changement de perspective émotionnelle. Lisez des romans de fiction. Lisez des romans de fiction. Voilà. Vous savez, ces romans de fiction, comme on en fait maintenant, c'est-à-dire page 1, Madame raconte ce qu'elle a éprouvé en rencontrant Monsieur. Page 2, Monsieur raconte, enfin deuxième chapitre, Monsieur raconte ce qu'il a éprouvé en rencontrant Madame. Troisième chapitre, il se retrouve. Quatrième chapitre, ce qu'a éprouvé Madame. Cinquième chapitre, ce qu'a éprouvé Monsieur. Ça, c'est formidable. Voilà. Bon, c'est pas toujours aussi organisé, mais les romans de fiction encouragent beaucoup la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'un personnage. Vous savez que Patricia Greenfield, dans les années 2000, disait qu'il ne fallait pas jouer aux jeux vidéo parce que ça empêchait d'avoir de l'empathie, mais par contre, il fallait lire des livres. Elle prenait l'exemple du chevalier qui veut délivrer la princesse, et elle disait, si on lit un livre, on a l'état d'âme de la princesse, et puis on a l'état d'âme du chevalier, puis on a les combats, évidemment, du chevalier contre les dragons, mais on a aussi l'état d'âme peut-être du dragon, mais en tout cas, à nouveau, de la princesse et du chevalier. Et elle disait, dans les jeux vidéo, il y a du combat, mais il n'y a pas d'état d'âme. Alors, c'était vrai dans les jeux vidéo à l'époque de Patricia Greenfield en 2010, mais 2010, mais c'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des jeux narratifs, des jeux vidéo narratifs dans lesquels vous êtes constamment invité à vous mettre à la place du héros, de ses émotions. Vous choisissez d'ailleurs éventuellement dans une liste d'émotions celles que vous privilégiez dans la situation. Donc, lecture des romans de fiction, mais aussi certains jeux vidéo narratifs peuvent vous y aider. Voilà. Des œuvres d'art. Alors, l'éducation artistique et culturelle, hein, comme je suis intervenu plusieurs fois au gouvernement en disant ça, en disant voilà, plutôt que de l'éducation morale qui va fabriquer des petits psychorigides, et il y a bien assez de psychorigides comme ça parmi les adultes, ça en fabrique encore des enfants psychorigides, plutôt que des cours de morale, faites-leur plutôt de l'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle, c'est formidable. Vous voyez un tableau, vous identifiez au peintre, et après vous voyez un autre tableau, vous identifiez à un autre peintre, à ce qu'il a éprouvé. Voilà, ça c'est formidable. Une place pour éprouver, une place pour raconter ce qu'on a éprouvé, pour dire ses émotions, pour dire ses sentiments, pour dire qu'on a éprouvé des émotions différentes. Voilà, ça c'est formidable. Le jeu théâtral, ben, c'est ce qu'on fait avec le jeu des trois figures, hein, voilà, en milieu scolaire, mais il y a beaucoup d'autres formes de jeu théâtral, à condition de jouer tous les rôles. Si on décide en début d'année, voilà, toi tu auras le rôle de Chimène et toi tu auras le rôle du Cid, et vous n'apprendrez par cœur que celui-là, c'est raté. Il faut encourager le changement de posture, même sur des scènes courtes, encourager toujours le changement de perspective émotionnelle. Puis des débats contradictoires, vous savez, les fameux dissoi logoi de Aristote, organisés dans la vie, mais bon, on discute entre amis, ben voilà, mais il ne faut pas avoir peur de discuter entre amis, mais même dans le cadre scolaire aussi, organiser ce genre de choses. Le travail sur les émotions, ben, je vous le disais, reconnaître notre désir d'emprise, reconnaître nos émotions négatives, renoncer à l'idéal. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important. L'idéal de perfection, ben, c'est vrai que quand on est médecin, on voudrait être le médecin parfait. Voilà. Peut-être plus encore que dans d'autres professions, parce qu'il y a une idéalisation, encore pendant le Covid, hein, bravo les médecins, il y a une idéalisation, il n'y a aucune profession qui a la réputation d'autant se dévouer que les professions de soins. Voilà.
Et, et donc, du coup, c'est un idéal extrêmement porteur, comme tout idéal, mais en même temps, parfois, il faut savoir y renoncer. Et parce qu'on n'est jamais à la hauteur, et ça risque encore une fois de provoquer le burn-out. Et puis accepter la réciprocité. Voilà, si, si je m'occupe, si j'ai en psychanalyse à 3 fois par semaine un patient extrêmement difficile, et qu'au bout de 8 ans, il va beaucoup mieux, et qui me dit je veux vous remercier. Ben, oh, ben, comment pourrait-il me remercier de tout ce que j'ai fait pour lui, surtout si j'ai accepté qu'il me paye pas beaucoup parce qu'il n'avait pas beaucoup de sous. Je vais vous remercier. Alors, puis il vous apporte, je sais pas moi, un petit truc minuscule, peut-être acheté au puce d'ailleurs, horrible, et puis ou bien acheté dans un magasin bon marché que jamais vous tournez la tête quand vous passez devant la vitrine du magasin tellement ça vous paraît laid. Ah ben, voilà, ben merci, oh merci, je suis touché, voilà. N'y attendez pas. Ça, vous ne mentirez pas en le disant. Voilà. Donc, ça, c'est important d'accepter ce principe de responsabilité parce que les patients, ils vous payent et bizarrement, ils considèrent le fait de vous avoir payé, c'est un contrat, ce n'est pas une reconnaissance. C'est, le cadeau, ils vous payent pour vous, ils vous font un cadeau pour se faire plaisir. Et c'est ce plaisir qu'il faut leur reconnaître. C'est très important. Voilà, alors à l'école, on va passer vite, hein, voilà, ça recoupe des choses déjà dites, hein, développer le travail collaboratif, le tutorat entre élèves, la pédagogie de projet, on y revient tout le temps, mais hélas, 3 fois hélas, ça tarde à se faire à l'éducation nationale. Les débats et controverses, je vous l'ai dit, modèle du seuil Google, le jeu des 3 figures, il y a un site qui est, je dois reconnaître, plutôt bien fait, vous tapez jeu des 3 figures et vous trouverez 3figures.org. Voilà. On a fait ça notamment au Liban, mais il faut bien reconnaître que compte tenu de la situation, c'est une petite goutte d'eau dans la mer. Voilà, de la maternelle à la 6e. Et puis en institution de soins. Alors, pensez la démarche de soins, je vous fais une proposition, là, pensez à la démarche de soins comme une recherche d'équilibre, de résilience et d'autonomie du patient. Voilà. Et elle recherche d'équilibre. Alors pourquoi? Parce que on l'a évoqué, la médecine à l'ère numérique, c'est concilier la vie privée et la vie sociale. Et, il faut trouver un équilibre. Alors, tu sais, on parle toujours d'équilibre entre augmenter la protection et restreindre la vie privée et potentiellement les libertés. Bon, il faut arriver à concevoir des solutions qui ne font pas trop pencher la balance d'un côté. Il ne faut pas renoncer à trop de vie privée pour augmenter sa protection. Vous savez, qu'aujourd'hui, il est question avec la médecine computationnelle que peut-être on puisse aussi savoir comment vous conduisez votre voiture. Quand vous aurez une voiture connectée, bon, actuellement c'est les Tesla, mais bon, les voitures connectées, les voitures commencent à être connectées, et ben, votre mutuelle pourra éventuellement savoir si vous freinez au bon moment, si vous accélérez au bon moment, si vous changez bien la vitesse comme il faut, si vous avez des réflexes de bonne qualité, etc. Donc, beaucoup de comportements aujourd'hui qui échappent à toute surveillance, grâce à l'intelligence artificielle, vont devenir des comportements sous surveillance. On rentre dans ce qu'un auteur américain appelle le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire surveiller de manière à pouvoir réduire les coûts. Voilà, et donc, par exemple, modifier les contrats d'assurance des personnes à risque qui conduisent mal. Voilà, actuellement, on ne sait pas qu'ils conduisent mal, parce que peut-être que le fait de conduire mal, ça ne provoque pas toujours des accidents, ça peut être chronique, voilà, mais c'est potentiellement un risque d'accident plus grand. Et puis, ça peut être aussi le signe qu'on n'a pas les compétences suffisantes pour continuer à conduire. Donc, vraiment un équilibre entre la protection des personnes, de leurs intérêts et la protection des données. La restriction, donc la connaissance des données, la restriction de la vie privée. La notion de résilience, on sait ce que c'est la résilience, on parlait beaucoup de résilience individuelle. J'ai écrit en 2007 un livre qui insistait beaucoup sur la résilience collective, qu'on appelle maintenant la résilience sociétale, bon, c'est une autre histoire. Et ce qui est important, pourquoi je mets ce mot de résilience? Parce que c'est la capacité de prendre en charge sa propre vie, la capacité de faire de sa maladie le point de départ de quelque chose. Vous voyez, je vous ai mis en bas en rouge l'exemple de Villeneuve-Saint-Georges. Je vais vous raconter ce que c'est. C'est que quand j'étais praticien hospitalier à l'hôpital général de Villeneuve-Saint-Georges,
j'étais psychiatre, donc, mais j'intervenais beaucoup dans les services médicaux et chirurgicaux. Et un jour, des infirmières me disent, vous savez, on est très inquiète parce que lorsque des patients ont un examen géographique, quand ils découvrent leur réseau sanguin sur un écran, il y en a beaucoup qui sont effrayés et qui évoquent une pieuvre, qui évoquent une araignée. Et elles m'ont dit, c'est embêtant parce que d'abord, ça leur donne des réactions émotionnelles disproportionnées par rapport à la situation. Puis après, comment est-ce qu'ils vont intégrer ça dans leur représentation de leur maladie? Est-ce qu'ils vont continuer à y penser? Donc, on a créé un protocole pour préparer les patients à cet examen. Mais ça, c'est ça la résilience, c'est-à-dire se donner les moyens de préparer les patients de telle façon que les examens qu'ils subissent, les préparer, les accompagner, de telle façon que les examens qu'ils subissent soient l'occasion de mieux se comprendre eux-mêmes, voyez. Et c'est-à-dire que l'information glanée aujourd'hui par les outils numériques et dont les médecins profitent, il faut qu'ils en fassent profiter les patients, de manière à ce que les patients ne soient pas seulement des sujets du soin, mais aussi des sujets dont il est reconnu que l'information sur leur maladie va les rendre plus forts aussi sur leur maladie. Un droit de savoir sur la maladie. Et ce droit à savoir sur la maladie, vous avez une catégorie de patients qui a beaucoup travaillé à la faire reconnaître, mais aujourd'hui, hélas, c'est un peu en régression, sous l'effet de l'IA notamment, c'est les malades du sida. C'est que les malades du sida voulaient tout savoir sur la maladie dont ils souffraient, ils voulaient être partie prenante du traitement et partie prenante de la politique de santé. Eh bien, c'est une leçon très importante. Il faudrait revenir à cette idée-là. Il faudrait encourager les malades non seulement à vouloir tout savoir sur ce dont ils souffrent, non seulement être partie prenante de leur traitement, mais au-delà de la politique de santé, et en tout cas que les informations sur leur maladie leur soient données de manière que ça participe à leur appropriation subjective de leur propre existence. Voilà. Donc, autonomie, troisième mot important. Vous voyez, vous avez vu comment on avait équilibre, résilience, autonomie. Alors, le médecin et le malade sont encore très souvent dans l'ignorance des informations parce que, comme vous savez, les fameux algorithmes qui guident les machines et qui sont évidemment opaques aux malades sont bien souvent aussi opaques aux médecins. Donc, ça serait très important que les concepteurs de ces algorithmes donnent des modes d'emploi. Donc, vous voyez, là, on n'est plus du tout dans quelque chose qui relève de la bonne volonté de chacun, ça relève du législateur qui doit imposer aux concepteurs de fabriquer non seulement des algorithmes, mais aussi de fabriquer le mode d'emploi des algorithmes. Et puis ça va également encore plus loin, puisque cette question d'autonomie, elle recoupe évidemment la question des fameuses technologies robotiques en train de se développer. Or, vous avez peut-être entendu ou vu des vidéos ou entendu dire qu'il y avait l'idée de fabriquer des robots qui puissent se substituer pour certaines tâches à des soignants, par exemple faire une piqûre, prendre la tension. Il y a déjà un robot chinois qui est capable de prendre la tension, prendre la température et quasiment faire un premier diagnostic, faire une prise de sang, faire un premier diagnostic. Mais c'est très important que si on garde présent à l'esprit le fait que le sujet du soin doit être dans une relation d'accompagnement par un autre humain pour préserver son humanité, il est bien évident que les robots peuvent tout à fait bien être intégrés comme des auxiliaires thérapeutiques, mais il faut absolument exclure l'idée qu'ils puissent remplacer certains soignants. Voilà. Donc là, il y aura vraiment un combat à mener dans les années qui viennent, parce que les fabricants de robots ont beau dire oui, oui, vous inquiétez pas, c'est juste des auxiliaires thérapeutiques. Alors, si les budgets de personnel sont réduits, ou s'il y a manque de personnel, parce que les gens trouvent le boulot trop dur, le risque, c'est quand même que les robots soient de plus en plus mobilisés pour substituer à des humains qui ne seront plus là. Donc là, ça, c'est l'un des combats du 21e siècle. Voilà. En institution de soins également, c'est important que les intervenants puissent analyser les situations conflictuelles, qu'on ne sabote pas les réunions d'équipe, créer des espaces de parole, des espaces de jeu. Vous avez un truc qui est formidable, c'est le théâtre du vécu, je ne sais pas si vous connaissez, donc vous tapez sur Internet, on invite des malades à
raconter leur pathologie, c'est mis en scène par un réalisateur de théâtre et puis c'est joué devant des médecins, des malades, des soignants, de manière à ce que chacun comprenne mieux qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un malade quand il est dans un établissement de soins, notamment valable pour les pathologies chroniques. Voilà. Alors en conclusion, ben voilà, donc vous avez vu, c'est un problème complexe et en même temps, on touche un peu tous les domaines, on touche à la relation médecin-malade, on touche à l'intelligence artificielle aujourd'hui, inévitablement, avec la médecine computationnelle. Et donc, il y a deux grands risques, hein, pour résumer les choses, et deux grandes solutions. Voilà. Deux, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez voir. Alors, le premier risque, ben, c'est le risque de valoriser une médecine de l'individu et pas de la personne. Il y a des médecins qui disent on développe la médecine de la personne. Non, ils développent souvent, ils ne développent pas la médecine de la personne, ils développent la médecine de l'individu. Médecine de l'individu, j'en ai eu l'expérience. J'ai été hospitalisé en urgence dans un service d'urgence d'un grand hôpital de la PHP à Paris. Et je n'ai vu qu'une infirmière pendant 5-6 heures, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'occupait pas de moi. Oh oui, bien sûr, on s'occupait de moi. Le médecin qui s'occupait de moi était devant son ordinateur à une centaine de mètres dans un bureau vitré. Moi, j'étais cantonné dans mon box, à une centaine de mètres. Et donc, l'infirmière avait fait un certain nombre d'examens et le médecin, devait avoir beaucoup de malades dont il devait s'occuper, ben, il s'occupait de moi. Enfin, il s'occupait pas de moi, il s'occupait de mon double numérique. Voilà. Il s'occupait de mon double numérique, c'est-à-dire il s'occupait du monsieur Tisseron sur son ordinateur avec les différentes prises de sang, les différentes radios que j'avais pu avoir en entrant. Voilà, parce que j'avais eu des examens en entrant, mais après, sur les 5 heures, j'ai vu une infirmière. Et donc, voilà, il s'occupait de moi, mais en fait, il ne s'occupait pas de moi. Est-ce que c'est la médecine de l'individu et pas de la personne? Donc, ça lui aurait pris un peu de temps de venir, c'est sûr, mais de plus en plus dans des services, il semble plus, il semble plus raisonnable quand la quantité de travail à faire, de soigner les gens, de soigner le double numérique des gens devant un ordinateur plutôt que d'aller les voir. Effectivement, ça ne rapporterait pas beaucoup d'informations puisqu'il n'y a plus d'examen clinique au lit du malade, il n'y a plus de palpation, il n'y a plus de toucher. Les médecins ne savent plus toucher personne. Il y a une fin du toucher. Je veux dire, c'est incroyable comment encore, quand j'étais jeune interne, il y avait des médecins qui faisaient le diagnostic à la main. C'est incroyable. On n'y croit plus aujourd'hui. Ça paraît être du XVIIIe siècle. Non, ça a disparu très très vite sous l'effet de la compression du personnel et de l'intelligence artificielle. Le second risque, c'est l'illusion de l'homme reconstruit. L'homme reconstruit, c'est le robot de substitution. Voilà. Vous savez que vous ne savez peut-être pas, mais vous allez le savoir, dans un certain nombre de laboratoires, on cherche à donner au robot non seulement la reconnaissance émotionnelle, le robot voit si vous êtes content, triste, etc. Là, il voit, entre guillemets, il compare à une base de données qu'il a dans sa mémoire et il voit si votre mimique évoque plutôt la souffrance, la tristesse, la joie. Voilà. Donc, à partir de là, il peut, ne peut pas tellement avoir des mimiques, mais ça sera une étape ultérieure, mais en tout cas, il peut adapter son discours et ses intonations à ce que son programme lui fait comprendre de ce que vous éprouvez. Mais il y a même le projet de donner à ces machines ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire que si vous regardez un verre d'eau sur votre table de nuit parce que vous avez de la peine à parler, le robot regarde le verre d'eau sur la table de nuit et il en déduit que vous avez soif et il peut prendre le verre d'eau et vous le donner. Donc l'idée de construire une sorte de machine qui pourrait prendre la place de quelqu'un à votre chevet quand vous êtes très malade. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être veillé par un humain. Non, vous inquiétez pas, monsieur, vous inquiétez pas, madame. Votre vieille maman n'a pas besoin d'être veillée. Nous avons notre robot qui veille sur elle ou sur lui. Vous pouvez le remplacer si vous voulez, mais c'est très éprouvant. Vous avez une vie difficile, vous avez votre métier, vous avez vos enfants. Laissez notre robot s'en occuper, il s'en occupera très bien. Voilà. Robot de substitution. Avec le risque, évidemment, que les parents puissent après avoir l'impression d'avoir failli à leur rôle, peut-être dans un premier temps, peut-être après, plus personne n'aura l'impression d'avoir failli à son rôle. Les gens auront l'impression que s'ils ont payé le robot de substitution, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Bon, en tout cas, on change de société, hein, ça faut bien comprendre. Voilà. Les risques et puis les solutions,
Former des soignants, leur esprit d'ouverture, leurs compétences empathiques, vous avez compris, hein, voilà. Et puis les moyens, hein, vous l'avez compris, les moyens, les moyens, les moyens. Bon, tout ce que je vous dis, c'est bien joli, mais vous avez compris à travers la question du conflit d'empathie que si les hôpitaux, si les établissements publics, notamment, n'ont pas les moyens nécessaires pour des soins de qualité, un personnel suffisant, bon, ben, l'intelligence artificielle sera forcément utilisée d'une manière, comment dire, qui ne sera pas humaniste, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc en fait, les progrès de l'intelligence artificielle, ils vont se faire. Voilà, la médecine computationnelle, elle va se développer et tout, mais voilà, ça peut être la meilleure ou la pire des choses selon les choix budgétaires qui seront faits. Voilà. Et donc on est renvoyé à des choix citoyens, hein, sur les comptes qu'on a demandé, les comptes de sur les projets de campagne des candidats quant à leur choix budgétaire. Voilà. Donc, merci de votre attention. C'est ce que je voulais vous présenter ce soir. Calories. On a un petit moment pour la Merci discussion. beaucoup. Oui, on a un petit peu dépassé, mais on a le temps de faire le tour de ceux qui veulent nous poser des questions. Merci beaucoup, bien sûr, pour cette riche intervention et le constat quand même qu'il peut y avoir une certaine inquiétude, en effet, à l'évolution, qu'on est dans une fourche où on va aller d'un côté ou d'un autre et que peut-être que vous étiez encore un exemple de quelqu'un qui partait des humanités avec des études de Cagne et que ça sera sûrement plus possible dans quelques temps. Et le pire, c'est qu'on ne veut pas nécessairement rajouter aux études de médecine, même scientifiques, qui sont très nécessaires, ce côté humain. On a l'impression presque que ce n'est pas si nécessaire que ça. Moi, je m'inquiète beaucoup, par exemple, en voyant les DU, dès l'instant que ça n'est pas l'apprentissage d'une technique ou l'apprentissage de quelque chose de très pratico-pratique, c'est peut-être de la perte de temps et ça, c'est inquiétant. Tout le monde croit très bien connaître la relation, mais ça, on sait, c'est facile, c'est machin. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on va vers des dérives importantes. Je laisse se préparer une question en vous disant, moi, est-ce qu'on n'est pas déjà dans vraiment la conséquence directe d'une de ces dérives avec la woke et la cancel culture? Oui. Écoutez, faut pas désespérer. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Il faudrait que chacun Voilà. dise. Je regardais, il y a un message. Oui, voilà, je Oui, voulais c'est vous quelqu'un qui doit poser cette partir. Oui. question. Oui, oui. Alors, Bertrand Nouaille est un philosophe ici à Clermont-Ferrand qui s'intéresse beaucoup au corps, à la santé, etc., qui est toujours avec nous et qui a dû partir, mais qui a laissé cette question. Comment, alors on va le lire, attendez voir, hop, dans le chat. Voilà, une question très vague, dit-il. Comment voir le rapport entre l'empathie et l'éthique? C'est vrai que, voilà, c'est vrai que. Alors, il pose plus exactement, défendez-vous une morale de l'empathie? Comme quand on ne sait pas quoi répondre, je vais dire d'abord, c'est une bonne question. Alors, déjà, il faut bien distinguer la morale et l'empathie. Vous avez compris, l'empathie, c'est une base morale. C'est une base. La morale ne peut pas se construire s'il n'y a pas de l'empathie. Si vous n'avez pas de perception juste de ce qu'éprouvent les autres, si vous n'êtes pas capable de vous mettre émotionnellement à la place d'autrui, vous ne pouvez pas construire une morale, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, à partir de là, est-ce que j'ai une morale de l'empathie? Et le lien avec l'éthique, c'est-à-dire en quelque Oui. sorte, peut-être, a-t-il voulu dire que dans l'éthique de chacun, la composante de l'empathie doit être mise en avant, défendue ou quelque chose comme ça, peut-être. Oui, ben, si vous voulez, je, je suis parti, j'ai un truc important que je vous ai pas dit tout à l'heure. Quand j'ai commencé à travailler sur l'empathie, en fait, c'était l'époque où j'avais été mandaté par le gouvernement, par plusieurs ministères, pour travailler sur la violence scolaire et notamment sur les conséquences des images violentes, sur les comportements violents des élèves. C'était en 1997. Entre 1997 et 2000, j'ai mené une étude de 3 ans sur ces questions à la demande du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Famille et du ministère de la Culture.
Et donc, au sortir de cette étude qui montrait en effet qu'il y avait des comportements violents dans le cadre scolaire, bon, après de Barbu a repris les choses, mais là, des gens le voyaient très bien. La question des écrans, finalement, c'était une question parmi d'autres. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, mais comment réduire la violence en milieu scolaire? Je me suis dit, ça c'est ma pensée, je ne sais pas comment vous allez, peut-être positive, je me suis dit, il ne faut pas lutter contre la violence, il faut développer l'antidote à la violence. C'est-à-dire, on ne va pas prendre la violence à bras le corps en disant on va punir les gens violents, on va leur faire la morale, on va leur dire que c'est pas bien. Puis tout ça, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Je veux dire, plus vous punissez quelqu'un parce qu'il est violent, plus vous le rendez violent. Je veux dire, les études l'ont montré. Et donc, je me suis dit, il va falloir cultiver ceux qui s'opposent à la violence. Et donc ça, c'est là que l'empathie m'est apparue comme quelque chose d'important à une époque où elle n'était pas du tout encore dans le discours public. Donc je me suis dit, on va développer l'empathie comme l'antidote à la violence. Voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut dire que j'ai une morale de l'empathie? Je pense que ma morale va au-delà de l'empathie, mais en tout cas, oui, le développement de l'empathie fait partie de ma morale et on peut dire bien au-delà de mon éthique. Ça, c'est certain. Une éthique de l'empathie, je serais plus d'accord avec une éthique de l'empathie qu'une éthique de la morale, mais une, plutôt que j'aurais l'éthique de l'empathie. J'ai une éthique de l'empathie, j'ai d'autres éthiques. Voilà. D'autres éthiques liées Enfin, en même temps, je vais vous dire liées, par exemple, à l'importance que chacun puisse développer toutes ses compétences. Mais ça, si vous voulez, ça peut aussi rentrer sous l'étiquette de l'empathie, puisqu'on a vu que c'était l'empathie pour soi en partie, mais c'est aussi les conditions sociales. Donc, l'empathie au sens où je parle de la résilience, c'est-à-dire au sens où c'est pas seul, c'est une composante de chacun qui a des éléments génétiques, biologiques, des éléments éducatifs et des éléments liés à l'environnement social et donc aussi aux choix politiques de la société dans laquelle on vit. On ne peut pas être empathique pour tout le monde dans toutes les sociétés. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il y a des choix. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que on arrive à la fin de notre rencontre qui était vraiment très très riche. Si je vois, non, pour cette peine. Non, je crois que ce sont des remerciements. Simplement, oui, c'est vrai, c'était tellement riche qu'il n'y a plus beaucoup de questions à poser, ou en tous les cas, c'est vrai que on est un petit peu sous le charme de toute. Enfin, le charme, ça n'a quand même pas été ça au début, hein, parce que je trouve vraiment que ça pousse aussi à une certaine, voilà, une certaine peur de la situation telle qu'elle pourrait devenir encore plus inquiétante. Ah Tout va ben dépendre. oui, ah ben oui, si le problème, comment dire, si on en parle autant, c'est que tout le Ouais, monde a conscience qu'on en manque. Vous ouais, savez, ça c'est quelque chose que j'ai compris avec l'âge. On ne fabrique pas des concepts qui reflètent notre vie. On fabrique des concepts pour essayer de se les greffer, parce qu'on a l'impression qu'ils nous manquent. Et je suis toujours étonné quand je côtoie des philosophes qui ont construit des systèmes, de découvrir à quel point ils sont l'exemple totalement opposé à leur système. C'est-à-dire quelqu'un qui est incapable d'ouvrir une bouteille avec un tire-bouchon va faire une théorie de la relation aux objets, quelqu'un qui est incapable de travailler avec d'autres philosophes va faire une philosophie du travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on produit des concepts pour essayer, l'être humain produit des concepts pour essayer de développer ce qu'il a le sentiment qui lui manque. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'empathie, de compassion, de bienveillance, de résonance, parce que beaucoup de gens, en effet, ont l'impression qu'on en manque. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a ce fameux biais de familiarité qui fait que des gens peuvent avoir l'impression qu'on oui, en manque en famille. Mais c'est là où il y a une composante morale. Dans l'histoire des deux adolescentes que je vous ai racontées, j'ai oublié de vous raconter la fin. C'est-à-dire que la première adolescente dit, voilà, je vois que tu es contente. L'autre, oui, je suis contente, apathie émotionnelle. Et pourquoi tu es contente? Parce qu'il y a la tarte aux fraises et tout. Je comprends, tu aimes la tarte aux fraises, donc tu es contente. Mais moi, je ne la trouve pas bonne et c'est pour les cochons. Et donc, troisième moment, c'est-à-dire que si la jeune femme qui n'aime pas la tarte aux fraises et qui dit c'est pour les cochons, dit
parce qu'elle a développé la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Je ne l'aime pas, mais à ta place, je serais content d'en manger puisque tu vas en manger. Elle peut dire en même temps ou une heure après, mais tu as vu, il y a des migrants qui essayent de traverser la Méditerranée et d'arriver chez nous, j'espère qu'ils vont tous se noyer. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire preuve de capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui dans une relation avec quelqu'un qu'on connaît, mais être totalement dénué d'empathie pour des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si vous voulez, il y a des barreaux d'échelle et finalement, on se passe très bien de l'empathie pour les gens qu'on ne connaît pas. On s'en passe très bien. Et avant qu'on ait de l'info en continu, avant qu'on voit les images horribles de choses qui se passent ailleurs, ou qu'on lise des trucs horribles dans les journaux, quand on n'y pense pas, on est content en famille, on s'occupe de son chat, et puis bon, les migrants qui crèvent. Voilà. Il y a une question, que se passe-t-il chez les adultes Asperger? Ah, alors c'est à un Asperger qu'il faudrait le demander, ça, parce qu'en plus, ils expliquent très très bien les choses. Il y en a beaucoup qui maintenant font des conférences et tout. Faites-en venir un, il vous parlera de ça très très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe chez eux? Les Asperger, vous savez, c'est une catégorie d'autistes. Ce qu'on sait quand même par rapport aux enfants autistes, c'est que quand ils sont petits, ils n'ont pas justement cette capacité d'accepter l'émotion suscitée par la mimique. C'est-à-dire la maman sourit grand à son bébé, sourit grand, le bébé sourit grand, il sent du plaisir, les deux sont contents. Un enfant autiste, la maman sourit grand, le bébé s'efforce de sourire, et là, deux hypothèses, probablement la seconde qui est bonne. La première, c'est qu'il n'éprouve rien, ou très peu, donc il ne voit pas pourquoi ça retombe. Deuxième hypothèse, il s'efforce de sourire et là, il est submergé d'émotions et il se protège, pouf, il retombe. C'est-à-dire que quand la maman sourit, après une petite période où le bébé essaye, il renonce. Donc le bébé garde toujours le visage immobile. Alors le parent s'angoisse, le parent essaye de sourire toujours plus, voilà, puis le parent s'angoisse toujours plus, mais finalement, alors il essaye de stimuler toujours plus l'enfant. Mais donc c'est ça l'entrée dans l'autisme, hein, c'est l'incapacité de l'enfant d'interagir avec la mimogestualité de l'adulte. Et donc, les Asperger en parlent très très bien, hein, voilà, mais en même temps, c'est pas homogène, hein, voilà. Il y a des Asperger autistes de haut niveau, mais enfin, ils peuvent être de haut niveau dans différents domaines, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, il y a cette idée, chez les autistes Asperger, je ne connais pas bien, mais chez les autistes, les Asperger en font partie, c'est le fait que l'imitation émotionnelle, pardon, l'imitation motrice est bloquée par le fait que l'imitation émotionnelle ne suive pas correctement, soit par défaut, soit par excès, et du coup les mimiques se figent, et du coup la communication s'arrête. Et on considère que l'enfant, pendant longtemps, les soignants ont considéré que l'enfant n'éprouvait rien, alors que probablement il éprouve au contraire tellement, tellement, tellement qu'il préfère rester figé. D'accord, merci. Alors, l'homme peut-il devenir froid comme une machine qui devient la relation la plus régulière et chronophage dans une journée? Meilleur collègue, meilleur compagnon? Vite, je me déconnecte. Alors, je ne sais pas si elle veut dire qu'elle se déconnecte à la machine ou si elle se déconnecte. Oui, je pense que c'est dans la suite, non? Oui, je pense que Sonia, vous pouvez nous dire là ce que Sonia Lefebvre, pour la dernière partie de la phrase, est-ce que c'est dans le contexte de la première? Donc, l'homme peut-il devenir froid comme une machine qui devient la relation la plus régulière et chronophage dans une journée? Voilà. Meilleur collègue, meilleur compagnon. Non, elle est partie. Non, elle est partie, je pense. Oui, donc elle est partie. Par gentillesse, elle laisse les points. Non, voilà. Oui, trop de temps. Oui, trop de temps sur la machine. Oui, alors l'homme peut-il devenir froid comme une machine? Oui, mais alors c'est la question, vous savez, c'est les fameux pervers, quoi. C'est-à-dire, il y aurait une catégorie, de la même manière qu'à des enfants autistes qui essayent d'imiter mais qui n'éprouvent pas ou trop probablement, et donc qui cessent d'imiter, qui s'enferment. Il y a une catégorie d'individus qu'on appelle des pervers, qui semble-t-il a une très bonne capacité de comprendre les émotions d'autrui, mais qui est totalement incapable de se mettre émotionnellement à leur place. Et il a même été montré que probablement ces personnalités font d'excellents bourreaux
parce qu'ils perçoivent très bien les émotions de leurs victimes, ils comprennent très bien la dynamique émotionnelle de leurs victimes, donc ils peuvent adapter leur torture, le choix de la torture, l'ampleur de la torture à leurs victimes. Ils sont très froids, ils n'ont aucun plaisir à torturer, et comme ils n'ont aucun plaisir à torturer, ils sont tout entiers accaparés par leur tâche de bien faire, le désir de bien faire, de bien torturer pour obtenir le renseignement que le chef a demandé. Ces bourreaux sont les plus terribles. Tous les gens torturés disent que ce sont les bourreaux les plus abominables. C'est ceux qui manifestement n'éprouvent rien, qui donnent l'impression même à la victime qu'elle n'est plus un être humain, parce que le bourreau n'est plus un être humain. C'est une machine à torturer. Et du coup, il y a cette situation en miroir, enfin, cette situation dans laquelle la victime se met à douter même de sa qualité d'être humain, puisque le bourreau la traite comme on traiterait un légume quand on va le faire cuire, voilà, sans état d'âme. Voilà. Et donc, voilà, il y a cette catégorie-là de personnalités qu'on appelle perverses. Alors, il paraît qu'il y en a très peu. Bonne nouvelle, il paraît qu'il y en a très peu. Mais bon, en même temps, beaucoup d'êtres humains qui ont d'abord de l'empathie, qui ont d'abord la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui, peuvent par entraînement, s'ils sont obligés d'accomplir un certain nombre d'actes de torture, par exemple, ils peuvent petit à petit perdre cette compétence. Ça a été bien montré par rapport à un livre de Christopher Browning sur un bataillon de réservistes allemands pendant la dernière guerre qui s'est vu donner pour tâche de tuer la population juive de villages entiers, femmes, enfants, vieillards. Et au début, beaucoup ne voulaient pas, beaucoup étaient malades, beaucoup souffraient de faire une chose aussi horrible, mais à la troisième, quatrième fois, il l'avait intégré, quoi. Voilà, il le faisait machinalement. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'on peut fabriquer ce comportement. Il y a des pervers, qui semble-t-il, qui l'ont. Voilà, comme il y a des enfants autistes, il y a semble-t-il des gens qui sont dénués de toute tendance à se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Mais hélas, de même que l'être humain peut faire des sélections d'animaux pour voilà, fabriquer des chiens minuscules et tout blancs à partir de chiens loups grands et noirs, voilà, et ben, on peut fabriquer aussi des humains, et c'est même beaucoup plus rapide, des humains cruels, des humains sans état d'âme. Voilà. Pas des humains sadiques, pas des gens qui prennent plaisir à torturer. Vous savez, il faut voir les films de Ritipan, notamment S21, et dans le camp de concentration S21, il y avait un code du bourreau, et l'injonction numéro 1 du code du bourreau, c'était « le bourreau n'éprouve pas de plaisir à torturer ». Il ne fallait pas que le bourreau éprouve du plaisir. Si le bourreau éprouve du plaisir, il fait passer son plaisir avant tout, il risque de tuer la victime et d'oublier qu'il est là pour en obtenir un renseignement. Le pire, c'est le bourreau glacé, c'est le bourreau pervers. Bon. Une autre question pour ne pas rester sur le bourreau pervers. Oui, le bourreau machine, c'est le bourreau machine. Mais vous savez, l'être humain a la capacité de se comporter comme une machine. D'ailleurs, je veux dire, il y a un certain nombre d'États qui visent à ce que ces citoyens se comportent comme des machines avant de pouvoir les remplacer par des machines. Donc. Et puis même, il y a cette chose qu'on appelle la servitude volontaire. La servitude volontaire, c'est le fait d'obéir aux ordres, de ne pas avoir à réfléchir à ce qu'on a à faire, de ne pas se prendre en charge soi-même, de faire ce que le chef demande, voilà, le mieux possible pour avoir un grand merci du chef, une belle reconnaissance sociale, éventuellement la médaille. Voilà. Voilà, eh bien, écoutez, on va se séparer en vous remerciant vraiment beaucoup pour cette très riche intervention. Et puis, ça sera à nouveau, bien sûr, comme d'habitude, possible d'écouter cette émission sur le site de la chaire de philo. Voilà, merci beaucoup, Serge Tisserand. Est-ce que vous avez enregistré la discussion aussi? Oui, normalement, tout est enregistré. Voilà. Très bien. Tout est enregistré. Voilà. Très bien. Merci. Au revoir alors. Au revoir. Merci. Au revoir.